Al24 News, édition spéciale, bien sûr consacrée à la disparition du président Ebrahim Raïssi, survenu hier lors d'un accident d'hélicoptère non loin de la frontière azéro-iranienne dans le nord-ouest de l'Iran. Une disparition, ne lésinons pas sur les mots, synonymes d'onde de choc pour l'Iran, mais également pour toute la région, en proie à des saccades et autres troubles, comme on va le voir. On le rappelle, un cadre responsable iranien était présent dans l'hélicoptère, dont le ministre des Affaires étrangères, Amir Abdollahian. Les corps ont été retrouvés, identifiés vers 3 heures du matin, heure locale, grâce à des drones turcs. L'hélicoptère s'est écrasé et a explosé pendant l'impact. C'est tout un peuple aujourd'hui qui est en deuil. Les hommages et les condoléances sont pléthores. On reviendra durant presque 120 minutes sur ce tragique incident, les conditions dans lesquelles il s'est déroulé et survenu, et d'autres sujets inhérents, comme les conséquences pour l'Iran et la région après cette tragique perte des officiels iraniens. À tout de suite. Comme nous le disions, disparition du président iranien Ebrahim Raïssi hier lors d'un crash d'hélicoptère survenu à cause d'un épais brouillard dans une zone montagneuse au nord du pays, alors qu'il revenait d'un déplacement à proximité de la frontière avec l'Azerbaïdjan. Tous les passagers de l'appareil, parmi lesquels figurait le ministre iranien des Affaires étrangères, ont péri dans l'accident. Au terme de la constitution iranienne, le premier vice-président Mohamed Morber devrait devenir par intérim, devrait le remplacer, donc devenir le nouveau président. Il était ancien vice-président, il est nouveau vice-président. Le texte prévoit des nouvelles élections pour un nouveau président dans un délai maximal de 50 jours. Voilà, en guise peut-être d'introduction, on va décortiquer les tenants et les aboutissants de cette disparition avec mes invités du jour. Honneur au lointain, il est analyste politique via sa chaîne sur Internet. C'est comme ça qu'on va le présenter. Il intervient à partir de Montréal. Abou Rafa, grand merci d'être des nôtres. Merci à vous pour l'invitation et bonjour à tous les auditeurs et à vos invités. C'est un plaisir, Rafa. Également avec nous, un connaisseur des relations et autres enjeux des relations internationales et géopolitologue. Il nous a souvent aidé à y voir beaucoup plus clair dans certains dossiers, dans cette map monde beaucoup plus complexe. Emmanuel Pouchelet, bonsoir, merci d'être des nôtres. Bonsoir messieurs, merci de votre invitation. Bonsoir également à vos invités. Et avec moi sur le plateau, Gamal Abina, que les habitués de notre chaîne connaissent bien, connaisseur et aussi spécialiste, analyste des relations internationales. Gamal, merci d'être des nôtres. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation à nouveau. C'est un plaisir. Bienvenue en Algérie, vous êtes là depuis 10 jours. Une joie incommensurable. Allez, parfait, on va en parler. Et avec moi, bien entendu, Sofiane Baroudi, mon collègue. Sofiane, merci d'être avec moi. Bonsoir, Karim. Merci. Alors, vous en doutez bien, messieurs, il y a beaucoup de choses à voir et à dire. Et je vous propose de commencer nos échanges par ce tragique accident survenu donc hier dans une zone montagneuse dans le nord-ouest du pays, dont les conséquences a été la disparition du président iranien Ebrahim Raïssi. Retour sur ce tragique accident qui a coûté la vie à des officiels iraniens comme des accompagnateurs de très haut niveau. On le voit avec un sujet signé Amel Amzian Zitouti. تصاویر توسط پهپادهای جمعیت هلال احمر که جزء داوطلبین ما هستن تهیه شده و الان دارین اینجا شما می‌بینید که متاسفانه Une longue trace noire et des débris éparpillés au milieu des arbres dans un brouillard fantomatique. L'hélicoptère du président iranien Ebrahim Raïssi s'est écrasé dimanche dans un lieu particulièrement reculé dans le nord-ouest de l'Iran. Les secouristes ont connu d'énormes difficultés pour localiser l'appareil qui a heurté une montagne et s'est désintégré lors du choc, a expliqué la télévision d'État IRIB.
L'accident se serait produit dimanche entre 13h30 et 14h heure locale, 10h30 heure universelle, alors que le président Raisi avait quitté la ville de Jolfa pour se rendre à Tabriz, la grande ville du nord-ouest. Les deux autres hélicoptères de la délégation ont rejoint la destination sans encombre. Les premières informations faisant état d'un accident ont été publiées plus de 2 heures plus tard et le ministre de l'Intérieur Ahmed Vaidi a évoqué la possibilité d'un atterrissage difficile de l'appareil. De nombreuses informations confuses et contradictoires ont circulé toute la soirée, notamment sur les réseaux sociaux. Ce n'est qu'une quinzaine d'heures après la disparition de l'hélicoptère, un Bell 212, que les sauveteurs ont pu atteindre lundi à l'aube les lieux du crash dans la province montagneuse de l'Azerbaïdjan oriental, proche de la frontière avec le pays voisin du même nom. Selon les médias d'État, l'hélicoptère bleu et blanc s'est écrasé à 3 km au nord-est du village de Tavil, un tout petit bourg perdu au milieu des bois. Pendant toute la nuit, des dizaines de secouristes, de militaires et de volontaires ont bravé des conditions météorologiques difficiles, à la fois brumeuses et pluvieuses, avec une visibilité fortement réduite, d'après les informations données par le Croissant Rouge iranien. Aidés par un drone turc équipé d'instruments de vision infrarouge, les secouristes ont pu avoir des images des reliefs difficiles d'accès pour mieux cerner leurs recherches et sauvetages au moment où l'Union européenne avait proposé ses satellites de géolocalisation. En localisant le site du crash, les sauveteurs ont vite constaté qu'il n'y avait plus aucun signe de vie humaine. Les images ont notamment montré le corps de l'une des victimes vêtue d'une chemise blanche gisant à proximité des débris de l'appareil. Après être arrivés sur les lieux, ils ont récupéré les 9 dépouilles, celles du président Ebrahim Raisi, 63 ans, du ministre des Affaires étrangères Hussein Amir Abdullahian, du gouverneur de la province, d'un imam, de 2 responsables de la sécurité présidentielle et de 3 membres d'équipage. Les corps ont été transportés sur des civières portées à même les bras au milieu d'une dense végétation pour rejoindre un axe routier, selon des images diffusées par les médias d'État. Les corps ont été transférés à Tabriz où débutent mardi les cérémonies de funérailles qui se poursuivront le lendemain dans la capitale Téhéran. Le président Raisi reposera jeudi à Mashhad, la ville qu'il a vue naître. Alors, première question, elle vous sera destinée d'ailleurs, Manuel Pouchelet. Les secours iraniens, comme on le voit, ont récupéré ce matin donc, les dépouilles du président Ebrahim Raisi et des 8 autres passagers de l'hélicoptère qui s'est écrasé donc, la veille. Ebrahim Raisi était pressenti comme étant le successeur d'Ali Khamenei. C'est difficile de le cacher, mais cette disparition revêt une double crise à la fois pour l'Iran, mais aussi pour tout le Moyen-Orient. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est tout à fait le cas. En effet, la disparition de M. Raisi va de toute façon bouleverser les relations internationales, aussi bien au niveau entre l'Iran et la région, qu'est le Moyen-Orient, mais aussi avec l'international, puisque Téhéran est quand même, l'air de rien, un interlocuteur privilégié dans la région. De toute façon, cette disparition, il y aura un après 20 mai, en tout cas, que ce soit aussi sur le plan de la politique intérieure au niveau iranien, où ça, je pense que nous aborderons le sujet un peu plus tard, mais une chose est sûre, les relations internationales avec Téhéran vont être bouleversées, d'autant que la disparition aussi de M. Amir Abdullahian est malheureusement pour ses interlocuteurs une grande perte, puisque c'était un interlocuteur direct et un fin négociateur sur de nombreux dossiers. Je pense aux dossiers régionaux, mais je pense aussi à d'autres dossiers où l'Iran s'est aussi engagé contre le terrorisme et également aussi sur ces fameux accords du nucléaire dont on parle beaucoup en Occident. En tout cas, une chose est sûre, il y aura un après 20 mai et pour l'instant, j'espère que l'Iran va vite revenir sur la scène internationale parce que sa longue absence risquerait une fois de plus de redistribuer les cartes dans ce Moyen-Orient où vous savez, demain n'est jamais la veille ni le surlendemain. Tout change en permanence et c'est très difficile aujourd'hui malheureusement à prédire un avenir. Il faut que Téhéran revienne sur la scène internationale. Les dossiers régionaux et même de politique intérieure ne peuvent attendre.
Gamal Amina, peut-être une réaction sur ces images tragiques qui nous parviennent? Déjà, le fait que les hélicoptères soient revenus sains et sauf celui-ci, ça nous interroge. Il ne faut pas oublier que ce voyage était extrêmement important pour l'Iran, parce que c'est un rapprochement avec l'Azerbaïdjan avec lequel ils ne s'entendaient pas. On sait que l'Iran a soutenu, par exemple, dans le conflit avec l'Arménie, avec l'Arménie chrétienne contre l'Azerbaïdjan musulmane, sauf que l'Azerbaïdjan musulmane, avec une grosse minorité azerbaïdjanaise en Iran, azéri pour être précis, une alliance de l'Azerbaïdjan avec la Turquie. Donc, et tous les trois étaient en train de se mettre d'accord, ce qui était assez surprenant, sachant que l'Azerbaïdjan est un des principaux soutiens d'Israël, donc c'est l'entité sioniste. Donc ce qui se passe, c'est qu'effectivement, cette perte-là interroge, parce qu'évidemment l'hélicoptère était ancien, parce que le risque de prendre un hélicoptère était élevé. C'est pas la première fois que les chefs d'État meurent en hélicoptère, mais surtout parce qu'on est en plein conflit et que là, Emmanuel Bouchelet a dit qu'il y aurait une vacance du pouvoir. Il n'y aura pas de vacance du pouvoir. Hein. L'Iran est bien installé, les structures sont solides. Donc là-dessus, je ne m'inquiète pas, mais c'est vrai que cette question-là peut nous interroger. Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est autre chose? On ne sait pas. Sofiane Baroudi, une réaction? Je pense que c'est un événement très très important sur le plan déjà politique intérieur en Iran parce que ça pose beaucoup de questions, y compris si vous voulez, à mon avis pas sur la continuité des institutions de l'État, vu que c'est un État qui est solide, qui est bien enraciné, qui est stabilisé. Mais après, il y a d'autres questions qui sont posées. Je pense notamment aux questions des différents séparatismes auxquels est confronté l'État central iranien. On a par exemple le mouvement du Baloutchistan à la frontière avec le Pakistan. Il y a aussi un mouvement kurde assez important qui est très actif en Irak, en Syrie et en Turquie et qui menace aussi l'Iran éventuellement. Et il y a aussi la question azérie et les tensions au Caucase et en Asie centrale qui sont très importantes. Gamal a rappelé le conflit du Nagorno-Karabakh où l'Iran a soutenu l'Arménie contre l'Azerbaïdjan. Il y a aussi la question notamment du Nakhitchevan qui se pose, notamment avec l'histoire du corridor du Zangezur auquel l'Iran était opposé, qui devait lier justement la Turquie, l'Azerbaïdjan et le reste de l'Asie centrale. Donc il y a beaucoup de questions d'ordre géopolitique et aussi d'ordre politique qui risquent de faire surface d'une manière très complexe dans une région qui est déjà très complexe. Et il ne faut pas oublier aussi le contexte moyen-oriental qui joue un rôle très très important parce qu'il y a en cours un conflit de haute intensité, non seulement en Palestine occupée, mais aussi aux confins du Liban, de la Syrie, ce qui risque de poser beaucoup de problèmes. Bon, enfin, on l'a peut-être pas assez souligné, mais Amer Abou Lahian, je les prononce mal, peut-être je l'écorche, a également disparu dans ce tragique accident. Les Américains et les Occidentaux le reconnaissaient comme un diplomate chevronné. On parle souvent de la Chine, mais Abou Lahian a joué un rôle déterminant dans cette diplomatie navette visant à se rapprocher avec l'Arabie Saoudite, un rapprochement qui n'était pas fait pour rassurer ni les Américains, ni les sionistes, ni les Européens. Tout d'abord, toutes nos condoléances aux frères iraniens, et c'est une perte pour le front de la résistance, on a perdu un allié, dans la personne de Raïssi et la personne de Amir Abdullahian. Mais il faut savoir que nous avons vécu ça, c'est-à-dire nous avons perdu un président comme le Houari Boumediene en 78, et nous avons perdu un grand ministre des Affaires étrangères en la personne de Mohamed Sdiq Ben Yahya, avec des diplomates algériens, des jeunes Algériens qui ont été assassinés, il faut le dire, c'est-à-dire l'avion a été abattu par un missile air-air sur le même territoire où aujourd'hui est décédé Abdullahian et le président iranien, et à peu près la même date, c'était au mois de mai. Donc nous ressentons très bien cette douleur que le peuple iranien peut ressentir. Mais ce qu'il faut dire, c'est que l'Iran, c'est un pays d'institutions, c'est une république qui s'est construite et que ce n'est pas la première fois qu'une grande personnalité disparaît de la scène internationale. Comme par exemple, nous avons l'attentat qui a été commis au Parlement iranien juste à la naissance de la République islamique, qui a décimé la moitié des fondateurs de la République islamique, dans Khamenei qui a été blessé, d'ailleurs on le voit, sa main il la bouge pas, la main gauche ou la droite je pense. Vous avez l'assassinat avec cet attentat, l'Iran a continué son chemin et a réussi à fonder cette nation que nous connaissons aujourd'hui. Et nous avons aussi les assassinats de docteurs en physique nucléaire, des chercheurs en nucléaire civil, il faut bien le préciser, iraniens, dans le dernier
Fakhrizadeh, qui a été assassiné en 2020-2021. Donc ils ont tué 9 des directeurs, mais toujours est-il que l'Iran se régénère de ses cendres. Toujours l'Iran nous a surpris par la relève qu'il a formée, par les gens qui remplacent les gens qui partent. Donc ça, c'est très important de le signaler. Le premier crime contre la révolution iranienne, c'était Ali Shariati à Londres, qui a été assassiné par la Savak du Shah d'Iran. Donc Ali Shariati, qui était très très proche des leaders de la révolution algérienne en France, parmi eux Frantz Fanon. C'est lui qui a traduit le livre de Frantz Fanon, Masque blanc, peau noire, je pense que c'est ça. Donc l'Iran nous a toujours habitués à se régénérer de ses cendres. Les assassinats de Qasem Soleimani, par exemple, les généraux qui sont morts dernièrement dans l'attentat israélien contre l'ambassade en Syrie. Donc, moi, je pense que l'Iran a les capacités de se relever vite. Ce qui est malheureux, c'est que ces gens-là, c'était des gens nobles, des gens qui ont travaillé pour leur pays et pour les nations opprimées. Voilà, Bourafa qui a esquissé des relations profondes entre l'Algérie et l'Iran. D'ailleurs, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a rendu hommage et présenté ses condoléances au peuple iranien. On regarde. Excellence, le premier vice-président de la République islamique d'Iran, nous avons suivi avec vous dès le début avec émotion et inquiétude les moments difficiles qu'a vécu le peuple iranien frère, dans l'attente d'informations sur le sort de l'hélicoptère transportant le défunt Ebrahim Raïssi, président de la République islamique d'Iran, pays frère, et les membres de la délégation l'accompagnant, composée de hauts responsables. Et c'est avec une grande affliction et une profonde tristesse que nous avons appris le décès tragique de notre cher frère Ebrahim Raïssi. Nous exprimons notre profonde sympathie et notre soutien fraternel aux dirigeants politiques, au gouvernement et au peuple de la République islamique d'Iran, pays frère. En cette pénible circonstance où le peuple algérien compatit à la douleur de ses frères en Iran, je perds personnellement, en le dirigeant Ebrahim Raïssi, un frère et un partenaire avec lequel j'ai œuvré pour le renforcement des liens de fraternité, de coopération et de solidarité entre nos deux pays et peuples frères et en faveur des causes justes portées par notre nation islamique. En cette pénible épreuve, je présente mes sincères condoléances et ma profonde sympathie au gouvernement et au peuple iranien. Prions Allah Tout-Puissant d'entourer le défunt de sa sainte miséricorde et de prêter assistance et réconfort au peuple iranien frère. Voilà, c'était la lettre de condoléances présentée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au peuple iranien. Il présente également ses vœux d'accompagnement dans cette épreuve difficile. Justement, Bourafa parlait de ces chefs d'État, de ces officiels ou de ces militaires qui ont disparu dans des conséquences parfois mystérieuses, parfois accidentelles. Et là, j'ai une liste justement des présidents qui ont disparu dans pareilles conditions. On a l'ex-président du Chili, Sébastien Pinera, en 2024, qui est mort qui a péri dans un accident d'hélicoptère. On a le président polonais Lech Kaczynski également en 2010. On a le leader du Soudan, John Garang. C'est vrai, hein, les institutions sont parfois fortes, mais malgré tout, Gamal Abina, la disparition d'un officiel perturbe, bon an, mal an, ce type, le système politique et le pays tout entier, qu'on le veuille ou non. Oui, ça peut le perturber. Enfin, en vérité, l'Iran, ce qui fait vraiment la tête de l'Iran, vraiment, c'est le guide spirituel, le guide suprême, Ali Khamenei. Si lui disparaissait, comme Khomeini à l'époque, là, il y a un choc réellement violent. Là, on parle d'un président élu, effectivement, qui a quand même derrière lui des institutions qui sont solides, mais j'ai envie de dire que ce n'est pas tellement le fait qu'il parte maintenant, c'est le fait qu'il parte après une négociation importante avec l'Azerbaïdjan et la Turquie. Sur le barrage. Absolument, donc c'est quand même pas rien, parce que c'est des pays qui ne s'entendaient pas à l'origine, et surtout qu'ils partent au moment où il y a un conflit extrêmement violent entre les sionistes et les Palestiniens, et le reste de l'axe de la résistance. Il faut se rappeler que le ministre, par exemple, qui est mort, le ministre des Affaires étrangères, c'est un très pro-palestinien qui était quasiment une sorte de principal soutien de l'axe de la résistance, qui a un petit peu été le relais de toutes ces relations de différents axes. Et le fait de perdre des gens comme ça, qui sont considérés comme radicaux de la part des ennemis, évidemment, va poser problème. L'Iran est capable de se relever
relevé, les institutions sont solides, il y a des systèmes de verrouillage comme les gardiens de la Révolution, comme les Pasdaran, comme les Basenji. Il y a un équilibre des pouvoirs. Oui, puis il y a une stratification des pouvoirs pour garantir qu'il n'y ait pas une déstabilisation. Mais c'est vrai que de rappeler que l'Iran est très souvent la cible d'attentats et de crimes, on parle des sionistes qui vont tuer par exemple la plupart des chercheurs iraniens, ça ne surprendrait pas, je ne dis pas que c'est le cas, mais ça peut ne pas surprendre que finalement cet hélicoptère ait été abattu. Parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question, les conditions évidemment n'étaient pas bonnes, mais là vraiment ça tombe au bon moment. D'en finir avec la tête de l'État iranien à la suite de l'humiliation que les sionistes ont subie, on se pose des questions. Après, au-delà de ça, effectivement, il peut y avoir des ennemis intérieurs, mais je crois très très peu. Je pense qu'ils ont commis une petite erreur. À mon sens, vous avez fait la liste des gens qui sont morts par hélicoptère, comme même le président polonais. L'hélicoptère est un des moyens de transport les plus dangereux. Pourquoi ? Parce qu'un hélicoptère, quand les pales s'arrêtent de tourner, c'est la chute directe. Un avion peut encore planer, peut encore manœuvrer. Un hélicoptère, c'est la mort carrément assurée. Il n'y a aucune chance de survie ou c'est vraiment exceptionnel. Donc c'est en cela que je dis qu'il y a eu une erreur de leur part, je pense, d'appréciation. En même temps, il y a aussi un responsable azerbaïdjanais qui était de région, je crois, qui est mort dans ce crash. Il y a eu 9 personnes en tout. Donc je pense qu'effectivement, on va poser beaucoup de questions. Il semble que les Iraniens s'acheminent vers la question peut-être d'un problème technique ou simplement d'un accident classique. Mais c'est vrai que ça tombe vraiment pas au bon moment. Sofiane El-Baroudi, c'est vrai, hein, tout à l'heure on parlait des équilibres des pouvoirs inhérents au système iranien, mais quoi qu'on en pense, l'Iran rentre dans une espèce de zone, pas de turbulence, mais en tout cas inquiétante. Je pense qu'il est clair qu'il s'agit vraiment d'un événement qui est dramatique et qui pose des problématiques politiques qui sont sérieuses. Premièrement parce que le président Ebrahim Raïssi est un personnage fort, quoi qu'on en dise. C'est-à-dire que la présidence Ebrahim Raïssi a vu aussi, si vous voulez, pas un retour, mais en tout cas une montée en puissance de l'Iran sur plusieurs dossiers de grande importance. C'est pareil pour l'ex-chef de la diplomatie, Hossein Amir Abdullahian. On voit par exemple un engagement et une implication iranienne très important sur le conflit ukrainien du côté russe. L'Iran est l'un des plus grands soutiens de la Russie, et un des plus grands soutiens opérationnels. On citera par exemple les fameux drones iraniens qui sont utilisés par les Russes, qui étaient un peu en retard au début du conflit sur ce type de technologie. Il y a aussi un retour, par exemple, au Moyen-Orient, très important, notamment avec la réconciliation qui s'est opérée avec l'Arabie Saoudite et aussi avec le soutien à l'axe de la résistance qui a permis à l'Iran d'avoir une popularité assez importante. Il y a aussi un activisme au niveau économique, par exemple avec l'Organisation de coopération de Shanghai, où l'Iran a eu un rôle de plus en plus dynamique et important. Il y a aussi l'adhésion aux BRICS qu'il faut mentionner. Et il y a, si vous voulez, un replacement stratégique en Afrique du Nord assez important, en Mauritanie, mais aussi avec des liens important avec l'Algérie et en Amérique latine. Il faut rappeler que le président Ebrahim Raïssi avait des liens très très forts, notamment avec le Venezuela bolivarien. Et donc il s'agit d'une reconfiguration et d'un redéploiement stratégique de l'Iran très important qui ne sera pas remis en question parce qu'il s'agit d'une ligne stratégique. Mais ça ne se concentrait pas seulement autour de Raïssi, c'est toute la politique internationale de l'Iran. Mais la personnalité aussi de Ebrahim Raïssi est une personnalité importante. Il s'agit déjà d'un militant de long cours. Il prétendait aussi au poste de guide de la révolution, ce qui n'est pas anodin et ce qui n'est pas classique. Le chef de la diplomatie aussi était un personnage très fort. Ça ne veut pas dire une remise en question de la ligne politique, mais au niveau psychologique, ça reste quelque chose qui est impactant pour le moment. Parce qu'il faut aussi rappeler toute la guerre non conventionnelle que subit l'Iran depuis des décennies. Il s'agit déjà premièrement de la stratégie des sanctions maximales qui vise à fragiliser l'État iranien. Et il s'agit aussi d'un soutien tous azimuts à des groupes d'opposition, notamment à des groupes d'opposition intégristes ou alors à des groupes d'opposition de certaines obédiences séparatistes qui sont financés, soutenus par les Occidentaux et aussi par l'entité sioniste. C'est des réalités. Il y a aussi une forme de guerre hybride de plus en plus importante, notamment avec ce qui se passe au Moyen-Orient. Et donc, il s'agit de plusieurs donnes complexes, importantes, qu'il s'agit de prendre en considération. Après, comme je l'ai dit dans ma première intervention, je pense que l'État iranien est un État fort, est un État aussi qui sera, si vous voulez, résilient, mais il s'agit d'une épreuve et d'une crise non seulement pour l'Iran, mais pour toute la région et à mon avis bien au-delà, parce qu'on est vraiment dans une situation de grande polarisation avec des risques élevés éventuellement de conflit mondial
Et cet événement, on va dire que ça n'apaise pas et ça n'encourage pas la désescalade, parce que ça survient aussi avec l'offensive sioniste sur Rafah, qui occasionne aussi beaucoup d'inquiétudes, avec encore une intensité assez importante dans le conflit ukrainien qui est juste à côté, c'est pas loin d'un point de vue géographique, avec aussi une forme de dynamisme encore présent, si vous voulez, de la crise entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et en Asie centrale en général. Et donc, il s'agit de beaucoup de facteurs qui, si vous voulez, qui peuvent nous faire miroiter éventuellement une période de tension encore plus importante. Ça survient aussi, comme l'a dit Abou Rafa, après l'agression contre le consulat sioniste et l'assassinat de hauts responsables militaires iraniens par une agression sioniste. Ça veut dire, vous nous dites en fait que ça tombe dans une période un peu de turbulence, puisque l'Iran a essuyé pas mal d'attaques, non seulement au niveau conventionnel, mais également au niveau non conventionnel, avec des guerres de 4e génération, avec on alimente des groupes séparatistes, il y a aussi l'embargo économique, on n'en a pas assez parlé. Mais est-ce que l'Iran pourra absorber le choc ? Je pense que l'Iran pourra et devra absorber le choc. Il s'agit d'abord, si vous voulez, il y a une période de transition constitutionnelle. Il y a aussi l'élément populaire qui est le plus important. Il s'agit d'assurer une cohésion populaire. Je pense que cet objectif sera atteint, mais à mon avis, il y aura aussi des tentatives de déstabilisation après, parce que l'Iran est un pays majeur de l'axe de la résistance. On est dans une situation de confrontation ouverte. Il faut être réaliste, c'est-à-dire qu'il y aura aussi des tentatives de déstabilisation qui vont essayer de capitaliser sur l'impact psychologique de cet événement. Et le peuple iranien sait très bien à quoi il est confronté. C'est un peuple qui est très conscient, c'est un peuple cultivé et très civilisé. Et donc, je pense qu'il connaît, si vous voulez, la dangerosité de la période historique actuelle. Non seulement, je le répète, pour l'Iran, mais vraiment à l'international, pour toute la région et à l'international. Voilà, messieurs, pour une première partie des échanges autour de la disparition du président Ebrahim Raïssi. On revient après cette courte page de publicité. Bienvenue si vous nous rejoignez. On parle aujourd'hui de la disparition tragique du président iranien Ebrahim Raïssi, survenu hier, et on a fait un peu le tour pour voir les conséquences plausibles autour de cette disparition. Justement, Manuel Pouchelet, on a esquissé, mais généralement, dans les grandes lignes, les conséquences de cette disparition, mais concrètement, dans le court terme, qu'est-ce que ça peut provoquer, une disparition d'une telle ampleur ? Pour l'Iran et pour la région. Parler de l'avenir pour être précis, puisque vous savez, l'événement vient de se dérouler. Maintenant, je pense que l'Iran est une puissance régionale qui est stable, qui a une organisation politique irréprochable. Maintenant, l'inconnu, ça va être le suivi des dossiers. Je pense que la disparition de M. Raïssi, malheureusement, n'arrive pas à point nommé. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je pense que ce qui gêne énormément les Occidentaux, c'est que les acteurs de la région arrivent à s'entendre. Je pense que ce rapprochement, notamment avec l'Azerbaïdjan, où finalement, vous savez que l'Azerbaïdjan aide aussi l'Union européenne, notamment avec le gaz. Mais ça, comme par hasard, les Européens l'ont un petit peu oublié, si vous voulez. Ce que je voulais simplement vous dire, je trouve dommage que cette disparition arrive maintenant au moment où, dans la région, on prépare l'avenir. On prépare l'avenir. On a eu ce réchauffement avec l'Arabie Saoudite au niveau des relations internationales, également au niveau des accords. Mais je vous ferai remarquer une chose aussi, c'est que l'Iran est un acteur incontournable. Il est incontournable au niveau de la scène internationale. Pourquoi ? Parce que, on l'a mentionné tout à l'heure, vos invités l'ont dit, il est membre des BRICS. Il est également une puissance centrale au niveau du Moyen-Orient, où je vous ferai remarquer que le dossier libanais passe par Téhéran, le dossier de Gaza passe par Téhéran, ainsi que la Syrie. Et le fameux dossier dont on ne parle plus en ce moment, qui est le fameux dossier kurde. Donc, si vous voulez, voilà, je pense qu'aussi au niveau occidental, on ne prend pas encore tout à fait la pleine mesure de cette disparition. Il va falloir que l'Iran mobilise ses spécialistes, mais de toute façon, c'est un pays stable. Et je pense que le suivi des dossiers est organisé autour d'équipes solides, dont M. Raïssi avait la charge et le leadership, on va dire ça. Mais il n'est pas impossible aussi que d'autres acteurs du passé qui ont été aux commandes en Iran puissent aussi reprendre peut-être de manière temporaire, on va dire, certaines attributions. Je pense à l'ancien ministre aussi des Affaires étrangères qui avait été particulièrement actif
sur certains dossiers. De toute façon, Téhéran doit rester, on va dire, un acteur incontournable. C'est une puissance régionale, ne l'oublions pas. On a tendance un petit peu à négliger tout ce que vous avez dit sur le fait qu'elle soit aussi soumise à des embargos, à des attaques régulières. On a mentionné la disparition de personnages, on va dire, incontournables, notamment le général Soleimani, et puis ensuite le chef du programme nucléaire iranien. De toute façon, Téhéran va rester dans la course. Il lui faudra peut-être du temps pour, on va dire, prendre conscience, on va dire, des enjeux qu'elle maîtrise parfaitement, sachons-le. Mais une chose est sûre, les Occidentaux, les Américains, moi j'ai regardé hier les télévisions américaines, dès que la nouvelle est arrivée, les canaux américains d'information se sont inquiétés. Notamment, ils ont bien précisé que le président Biden se tenait très informé de la situation, puisque pour les Américains, malgré ce contradicteur tenace, pour eux, reste quand même un canal diplomatique de négociation très important. On ne peut rien faire au Moyen-Orient sans passer par Téhéran, où une bonne partie des dossiers passe par ce pays, car non seulement elle a de l'influence, mais aussi, et on le sait peut-être un petit peu moins, souvent des solutions. Alors Abou Rafa, on ne semble pas inquiet sur la trajectoire ou la volonté de puissance du pays qu'est l'Iran. Ils continueront notamment à impulser une politique au niveau de la région, mais également à l'international. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que l'Iran pourra quand même être dérangé par ce type de disparition? Ou plutôt, comment le pays va-t-il réagir selon vous? Donc, juste pour rectifier mon nom, c'est Rafa, pas Abou Rafa, parce que sinon je vais paraître un daïchiste. Donc, non, pour moi, l'Iran, ça a toujours été une nation qui était en guerre. L'Iran a toujours survécu par des révolutions, ne serait-ce que pour sa doctrine religieuse qui est différente de la grande majorité des musulmans. Donc, c'est une nation qui a une école religieuse à Qom. Si vous remarquez, par exemple, tous les présidents iraniens portent le turban. C'est-à-dire, c'est des gens de religion. Et c'est des gens qui ont eu des formations techniques, des formations politiques, mais ils ont toujours eu une formation religieuse. Donc, le ciment iranien, c'est la religion. C'est pour ça que à chaque fois que l'Iran subit des attaques comme ça ou des pertes de personnalités, de grandes personnalités, l'Iran se régénère. La première perte pour l'Iran, qui a été le président Mossadegh, qui a été renversé par la CIA, ils le reconnaissent eux-mêmes. Le président Mossadegh a été renversé par la CIA, ils ont remis le Shah. C'était le Premier ministre. Premier ministre en 51. C'est ça, en 51, c'était Mossadegh. Et bien avant, en 1920, l'Iran s'est rebellé contre l'Angleterre, contre les Britanniques. En 1920, c'était la révolution de 1920 de Al-Khalisi. C'était des Irakiens et des Iraniens qui se sont levés contre l'occupation britannique. Donc l'Iran, c'est un pays qui a vécu toute son existence dans des guerres et des révolutions. Moi, je suis très confiant, c'est-à-dire, c'est vrai que c'est une grosse perte pour la résistance, pour nous, Algériens, nos alliés comme Abdullahian, Raisi, c'était une approche très, très concrète. Donc, c'est une perte pour tout le monde, pour tous les gens qui cherchent la liberté dans le monde, et la diplomatie aussi. Mais moi, je suis très confiant, je suis certain que, parce que le système iranien en lui-même, c'est un système qui n'existe pas ailleurs, ni dans les pays musulmans, ni dans les pays, disons, démocratiques ou libéraux. C'est-à-dire, c'est un système, c'est pour ça que l'Iran est combattu. Il est combattu parce qu'il a inventé un système de wilayat al-faqih que aucun pays au monde ne pratique. C'est-à-dire, wilayat al-faqih, c'est le Majlis al-Shura avec le Khamenei comme imam. Tout passe par le Lujna, cette organisation. Et puis, en bas-fond, c'est les élections libres pour les partis politiques. Donc, les gros dossiers
iraniens, que ce soit les dossiers internationaux ou les dossiers de la résistance ou les relations avec les pays, ça se décide au niveau du bureau de l'imam, le Khamenei. Donc c'est ça qui fait la différence et qui fait la force de l'Iran. C'est ça le système que les Américains et même les pays arabes, disons les pays arabes républicains ou les royaumes, veulent détruire à tout prix. Ils ne veulent pas qu'il y ait un exemple pour les peuples arabes ou musulmans, un exemple d'une gestion pareille. Donc c'est un nouveau système, ce n'est pas le communisme, ce n'est pas le capitalisme, c'est Wilayat al-Faqih. Qu'on soit d'accord, qu'on soit pas d'accord, c'est un système nouveau dans l'histoire de la politique mondiale. C'est ça le problème qui laisse que l'Iran est combattu de toutes parts. Il ne faut pas oublier. Il faut pas oublier aussi que depuis la création de la République islamique d'Iran, le combat était surtout religieux, était vraiment religieux. Que l'astuce ou le facteur qui poussait les gens à dénigrer l'Iran pour les populations musulmanes sunnites, c'était qu'ils soient chiites. Et ça, c'est un facteur qu'il ne faut pas oublier dans les dossiers moyen-orientaux entre arabo-musulmans et perses musulmans ou hindous ou pakistanais, dans la communauté musulmane. C'est un dossier très, très important, si ce n'est le plus important, qui est utilisé par les sionistes, par les Américains, qui soutiennent une doctrine de division entre les musulmans. Voilà. Voilà, bon, le système politique iranien donc, épouse bien entendu les caractéristiques de l'Iran, mais aussi l'histoire et l'identité de l'Iran. Sofiane Baroudi, je crois que vous voulez intervenir. Exactement. L'intervention de M. Arafat m'a fait penser à un élément important, à mon avis. C'est un élément qui pourrait aussi garantir, si vous voulez, une forme de synergie et de résilience de la société iranienne. C'est le fait que le président Raïssi est érigé actuellement si vous voulez, en martyr suprême. On le dénomme actuellement Sayyid Shuhada. Et l'idée, la symbolique du martyr en Iran est très importante. D'ailleurs, Sayyid Shuhada, c'est l'imam Hussein ibn Ali. Ça veut dire que c'est un personnage très important. Et si vous voulez, la symbologie autour du martyr en Iran, comme en Algérie, est très très forte et peut être un ciment à la fois social et politique très important. Je pense que cet élément peut identitaire. Aussi... Il est à la fois symbolique, religieux, identitaire et aussi idéologique. Très important. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a dédié sa vie, qui s'est sacrifié pour le bien commun et pour un idéal suprême. Et ça, je pense que les masses populaires iraniennes l'ont très bien compris et l'ont érigé en maître des martyrs ou alors en martyr suprême. Et ça peut être un élément important pour garantir une cohésion nécessaire et dans une période historique, si vous voulez, de bouleversement complet, non seulement au niveau interne, mais je le répète encore, au niveau mondial. La une du Times of Persia a justement dédié cette symbolique de martyr à l'endroit du président Raïssi. Gamal Abina, une réaction? Oui, j'avais dire, il y a 2-3 choses qui ont été dites là, je suis en général d'accord, mais le Velayat Faqih qui était pensé par Khomeini, effectivement, faisait un système très particulier parce qu'il y a à la fois l'Assemblée des experts qui élit, il ne faut pas l'oublier, le guide suprême, et ça c'est une partie du pouvoir, l'autre partie est démocratique, hein, clairement, donc c'est une mixte des deux, c'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ça République islamique. Ça a été inspiré évidemment par les Égyptiens à l'époque, c'est Qutb, mais il y a une chose qui est certaine par rapport à ça, il y a une petite erreur. Le seul président iranien qui n'était pas religieux, on le connaissait, c'est Ahmadinejad. Lui, il fait partie d'un autre sérail. Il a exercé sur 2 mandats, mais c'est le seul qui n'était pas effectivement avec le Tolbouch, qui caractérise le caractère religieux des dirigeants. Alors, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, l'Iran a toujours été attaqué. Hein, c'est pas d'hier. 8 ans de guerre entre l'Iran et l'Irak, des attentats permanents, des attaques, l'embargo, cette façon de l'isoler. Et ils sont sortis de l'isolement. Pourquoi ? Parce que d'abord, la question sunnite-chiite n'intervient qu'en 90, quand l'Amérique s'est créée avec le porte-parole états-unien qui est le prince Abdallah, enfin le roi Abdallah, on va l'appeler comme ça, qui dit qu'il y a un croissant, non plus fertile, mais un croissant chiite qui a entouré le monde arabo-musulman et particulièrement le monde sunnite. Or, ça, c'est un concept américain pour diviser. C'est Brzezinski et d'autres qui ont idée. Robert Baer aussi, l'ancien de la CIA. Tout à fait, voilà, absolument. Et donc, le but, c'était de diviser les 80% de sunnites et les 20% de chiites. Ça, c'est une stratégie qui n'existait pas pendant la guerre en Irak, parce que l'Iran et l'Irak, c'est une guerre nationale entre l'Empire arabe, Saddam Hussein qui défendait le monde arabe, et l'Empire perse.
Effectivement, le chiisme s'est basé sur l'Empire perse. Donc il y a une sorte de mix entre les deux. Mais une chose est certaine aujourd'hui, c'est qu'on a dépassé ça. C'est-à-dire que l'Iran était toujours porté sur la révolution islamique. En 80, par exemple, il y a l'attaque en Arabie de la Mecque. Ensuite, ils ont essayé d'exporter le modèle de révolution islamique. On voit bien tous ces éléments comme le Hezbollah et autres. Mais après, ils se sont apaisés. Le Hezbollah est maintenant républicain. Et tous les endroits où il y a des chiites, ils ne sont plus dans une démarche de vouloir renverser le pouvoir. Maintenant, ils sont dans un pragmatisme politique, à telle enseigne que l'Iran, quand il arrive au pouvoir, Khomeini, il est contre les Américains, évidemment, mais aussi contre les Russes, contre les Soviets. Et aujourd'hui, ils font alliance avec les ex-soviets qui n'ont pas vraiment changé dans l'absolu. Ils font alliance avec des gens qu'ils considèrent comme des ennemis parce qu'aujourd'hui, le pragmatisme s'est installé, ce qui explique pourquoi ils ont réussi à faire la paix avec l'Arabie, sous l'égide de la Chine, pourquoi ils ont fait la paix avec l'Iran, avec l'Irak plutôt, c'est pas rien, et surtout pourquoi ils ne parlent plus de révolution islamique à exporter. Aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est pérenniser leur État, faire en sorte qu'ils deviennent solides, puissants économiquement, et c'est le cas, et je donne un exemple très important, c'est pas rien, c'est qu'il y a 2 pays dans le monde qui ont 100% d'alphabétisation, c'est la Chine et l'Iran. Et l'Iran, pourquoi ? Parce qu'en 79, il y avait 50% d'analphabètes. Khomeini arrive, il a dit, nous allons éduquer la population massivement et nous allons mettre 10% de nos budgets dans la recherche et le développement. Ce qui fait que l'Iran est devenu une grande puissance industrielle grâce à cette logique, grâce à une décision politique. D'où la terminologie révolution iranienne. Je voudrais qu'on s'arrête sur cet accident et les conditions dans lesquelles il est survenu. On a vu ce matin des secouristes arriver dans cette zone montagneuse pour rechercher donc l'appareil qui s'est écrasé, une zone emplie de brouillard. Le président donc revenait d'un voyage en Azerbaïdjan et de prime abord, quand on voit le matin même les métars, c'est-à-dire les messages météorologiques, qui est une sorte d'observation, ou le TAF, qui sont une espèce d'indicateur de prévision météorologique, eh bien ces 2 indicateurs parlent de la même chose, c'est-à-dire un brouillard abondant, des zones de turbulence, des cellules nuageuses qui créent donc des zones de turbulence. On avait cette information des heures avant le déplacement du président. Il y a donc le problème de la météo qui est vraisemblable, pour ne pas dire certain, Manuel Pouchelet. Oui, de toute façon, la météo, quand on se déplace en hélicoptère, c'est un élément fondamental. Après, moi, je me pose quand même la question du pourquoi, du comment l'appareil a été autorisé à s'engager à traverser cette région, puisque les procédures normalement d'hélicoptère, moi, pour l'avoir vécu notamment dans mon ancienne profession, dès qu'il y a du brouillard, l'hélicoptère se pose. Voilà. N'oublions pas peut-être aussi de mentionner que l'hélicoptère datait de 1979. Alors le tout est de savoir, était-il doté des dernières technologies pour pouvoir se déplacer. De toute façon, il y a beaucoup d'interrogations autour de cet hélicoptère, j'ose pas dire de spéculation et de scénarios que l'on peut entendre, mais malheureusement, la météo est en partie responsable. Et chose surprenante, les deux autres hélicoptères d'accompagnement ont réussi à traverser. Alors que s'est-il passé ? Mystère. Malheureusement, là, nous déplorons la mort d'un chef d'État quand même et de son premier cercle. Voilà. De toute façon, vous savez, les conditions météo dans ces régions-là, elles sont très changeantes. Nous sommes en haute montagne, sur des sommets qui sont beaucoup plus élevés qu'en Europe, et forcément, il y a des précautions à prendre. Alors maintenant, la question est de savoir qui a donné l'autorisation, le pourquoi du comment. Ça appartient aujourd'hui à l'histoire, et il y aura forcément une enquête qui sera menée par les autorités iraniennes, sûrement aidées par d'autres autorités aussi compétentes pouvant apporter leur expertise, en tout cas. Le chef d'état-major a déjà déjanté une enquête au sujet de cet accident. Bien entendu, la météo jouerait un rôle, en tout cas, majeur. Mais j'allais utiliser le terme étrange, mais ça suscite question de voir un haut diplomate iranien monter dans le même appareil que le président Raïssi. C'est vrai, Rafa, que les interrogations ne manquent pas concernant cet accident. Il n'y a pas que lui, il y a le ministre des Affaires étrangères, le président Raïssi et le secrétaire général de Ali Khamenei. Oui, c'est oui. Oui, c'est ça. Donc c'est 4 personnalités très importantes dans le même avion, dans le même hélicoptère. On se pose des questions, comment ils ont pu faire une erreur pareille. Bon, maintenant, si c'est un accident ou c'est un sabotage, ça peut être un sabotage aussi au sol. Toucher à l'appareil avant son décollage, parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup d'espions, il y a beaucoup de traîtres en Iran qui sont payés par le Mossad, qui travaillent pour le Mossad, pour la CIA, contre la République islamique d'Iran.
C'est-à-dire, on le sait, il y a eu même un vice-ministre de la Défense qui a été exécuté en Iran parce qu'il a été approché par Israël et qu'il a travaillé pour eux. C'est connu, ça. Donc, ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais à présent, maintenant, en ce moment, on ne peut pas dire est-ce que c'est un accident ou est-ce que c'est un sabotage. Il faut attendre l'enquête pour tirer des conclusions. On ne peut pas dire que c'est un attentat. Chose est sûre, c'est que l'Iran est visé par beaucoup de belligérants qui sont contre cette république, et c'est pour ça qu'il faut être prudent. En tout cas, l'essentiel, c'est qu'on a perdu de grands hommes, révolutionnaires. Ça, c'est très important. C'est très important à le dire. Oui, c'est très important. C'est des grands monsieur, Ibrahim Raïssi, c'était le président, le diplomate, Emile Abdullahian, je le connais, ça fait très longtemps. Moi, je le suis depuis qu'il était jeune. Il y a eu aussi Rokn Abadi qui est mort en Arabie Saoudite après la bousculade à la Mecque, après que son ambassade au Liban a été victime d'un attentat. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il a été assassiné. Parmi les gens, c'est Rokn Abadi. Donc, ça, c'est très triste qu'on en arrive à tuer des diplomates, à tuer des gens politiques, si jamais c'est une réalité, comme c'est arrivé chez nous, en Algérie, l'assassinat des 2 diplomates en Irak algériens, qui ont payé de leur vie, l'assassinat aussi de nos diplomates au Mali. Donc, c'est des actes de lâcheté. Si jamais ça se concrétise, où ça se confirme, c'est vraiment très, très lâche. C'est vraiment quelque chose d'abject de faire des choses pareilles. D'abject et de grave. En tout cas, on connaîtra, on suivra attentivement. Et il faut qu'on soit très, très, très prudent, nous aussi. Très prudent. Parce que nous et l'Iran, nous sommes les 2 nations qui travaillent d'arrache-pied contre le sionisme international. Et sur ces dossiers, on est très, très proches. L'Iran et l'Algérie ont une histoire bien ancré dans l'histoire algérienne. Le fondateur de l'empire rostémide en Algérie, les Rostémides, qui restaient pendant 1 siècle et demi sans avoir une armée. Oui, c'est Abdelrahman Ibn Rustom, c'est un Perse. La première capitale, c'était Tihert. Donc maintenant, les descendants, c'est les Mzab. C'est les gens Mouzabites de Gherdaya, que je salue au passage. Des gens très nobles, des gens qui sont très bien organisés. Donc on a une histoire avec l'Iran, on a une histoire très profonde. On a des liens profonds. On a des liens profonds. Oui. Donc on va suivre bien entendu le cours de l'enquête qui est d'ores et déjà ouverte. À l'heure où nous parlons, donc vous le disiez, une disparition d'une figure quand même majeure, d'envergure. On le voit avec les hommages, on a parlé des hommages du président Abdelmadjid Tebboune tout à l'heure. Et il y a les hommages, par exemple, du président chinois qui dit que c'est une grande perte pour le peuple iranien, déplore Xi Jinping. Poutine parle d'un dirigeant remarquable. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi qui a amorcé un rapprochement avec l'Iran il y a peu également. Il le dit, l'Égypte pleure avec une grande tristesse et une profonde douleur. Le président est le plus haut responsable de la diplomatie de l'Iran. Et puis on retiendra également les hommages du président Erdogan qui exprime sa profonde tristesse. On regarde. Bu elim kazadan duyduğumuz derin teessürü. Tout d'abord, je voudrais exprimer notre profonde tristesse face à ce tragique accident. En mon nom et au nom de mon pays et de ma nation, je voudrais exprimer nos plus sincères condoléances au peuple iranien après avoir reçu la nouvelle de l'accident. Nous avons immédiatement contacté les autorités iraniennes et déclaré notre engagement total à contribuer aux efforts de recherche et de sauvetage par tous les moyens. En tant que Turquie, nous soutiendrons le peuple iranien ami en ces jours difficiles comme nous l'avons toujours fait. Une fois de plus, je présente mes plus sincères condoléances au peuple iranien ami, au gouvernement iranien, en particulier au chef religieux de la République islamique d'Iran, Ali Khamenei, et aux familles endeuillées des personnes décédées. Rafa a esquissé il y a quelques minutes les liens profonds entre l'Algérie et l'Iran. Téhéran, Alger avait d'ailleurs
accorder leur agenda, leur politique sur beaucoup de dossiers, comme ce fameux monde multipolaire. D'ailleurs, le président Raisi était à Alger en mars dernier, et on avait vu, Sofiane Baroudi, le rapprochement encore plus, on va dire, prendre de l'importance ou prendre une certaine dimension. Alors déjà, il faut rappeler que le défunt président Raisi, dès son investiture à la présidence iranienne, avait rappelé l'influence et le rôle qu'a eu la révolution, la guerre de libération algérienne et la révolution algérienne dans ce qu'a été après le mouvement révolutionnaire iranien. D'ailleurs, Rafah a rappelé un personnage célèbre, Ali Shariati, qui était un très très proche des réseaux de la Fédération de France du FLN. Et le président Raisi, dès son élection, avait rappelé cette influence très importante qui était malheureusement méconnue. Et le voyage, alors le déplacement qu'il a eu en Algérie en mars, c'était le sommet du gaz. Et il y a une géopolitique du gaz très importante, une géopolitique de l'énergie dans laquelle l'Algérie est un leader incontestable. L'Iran l'est aussi, même si l'Iran, on va dire qu'elle souffre depuis des décennies d'une politique de cantonnement qui essaie de limiter aussi son impact et son influence sur la politique énergétique. Alors le premier objectif, c'était d'abord de se rapprocher et de se coordonner concernant cet élément très important, notamment en période de crise énergétique et de stress énergétique dû à la guerre en Ukraine. Il y a aussi un autre élément, c'est celui de la construction d'un mode multipolaire où les deux pays partagent pratiquement les mêmes positions sur la nécessité d'aller vers, si vous voulez, un modèle anti-hégémonique et d'en finir avec le monde unipolaire qui est fait d'injustice, en passant aussi par la réforme des Nations Unies. Et il y a aussi la volonté, si vous voulez, de défendre le droit des Palestiniens à résister et aussi de défendre la cause palestinienne qui a été victime depuis de nombreuses années, si vous voulez, d'une volonté de liquidation, y compris de la part de certains régimes arabes, de par la normalisation, voire l'alliance belliciste et militaire avec l'entité sioniste criminelle. Donc il y a une panoplie de dossiers qui rapprochaient les deux pays, d'abord historiquement et aussi politiquement, mais aussi économiquement et aussi dans la construction, si vous voulez, de perspectives communes pour un monde meilleur en fin de compte. Et il y a aussi beaucoup, si vous voulez, de valeurs idéalistes qui sont partagées. On le voit, Gamal Abina, on a essayé pendant tant d'années de nous mettre en avant l'épouvantail, entre guillemets, du chiisme, l'Iran chiite, pour un peu exacerber peut-être les tensions entre les sunnites et les chiites. Mais la dernière fois, quand le président iranien, le défunt président iranien est venu à Alger, on a vu à la mosquée d'Alger des chiites faire observer la prière avec des sunnites pour envoyer un message clair au monde pour dire que le temps des tensions, des exaspérations des tensions était révolu. Moi, j'ai toujours détesté le terme chiite et sunnite parce qu'on est musulmans, ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'ils prient tous de la même façon, à peu de choses près, ils croient en Dieu, la Mecque. C'est un courant, on peut appartenir à différents courants. Oui, c'est un courant, il n'y a pas de problème, comme le soufisme, comme tout un tas de courants en islam. Mais de faire une fracture chiite-sunnite qui est fabriquée par l'Amérique, hein. Comme je le dis encore, en Irak, guerre Iran-Irak, il y a 60% de chiites en Irak quand même, ils n'ont jamais fait défection en faveur de l'Iran. C'était des Irakiens, arabes, qui se battaient pour leur pays. On le voit au Yémen aussi. On le voit bien sûr au Yémen. Mais le clivage, en plus de dire que les chiites sont les agresseurs, c'est toujours amusant parce que jusqu'à présent, c'est eux qui ont été agressés. Hein. La guerre Iran-Irak, c'est quand même malheureusement Saddam Hussein qui attaque. Ensuite, quand on voit le Yémen, c'est encore une fois l'Arabie et les Émirats qui attaquent. C'est pas le contraire. On voit au Liban, c'est pareil. Ils ont été attaqués, c'est pas eux qui attaquaient. Donc la question de se dire on fait une division, elle est pas valable. Il y a une époque effectivement où l'Iran et l'Algérie, ça se passait mal pendant les années 90 parce que certains pensaient que l'Iran alimentait le conflit. On s'est rendu compte que c'était pas tout à fait exact. Et le rapprochement entre l'Iran et l'Algérie est intéressant parce que ça reste un islamo-nationalisme, l'Iran. Tout comme d'ailleurs le Hezbollah est un islamo-nationalisme mais légaliste, il se présente aux élections, et tout comme l'Algérie est un pays qui a un nationalisme vraiment ancré dans le cœur et dans le corps parce qu'on a subi le colonialisme. L'Iran n'a pas été colonisé. Il y a des parties qui ont été contrôlées, mais pas une colonisation totale. En revanche, l'Iran a été inféodé aux différentes puissances, qu'elles soient russes, américaines ou anglaises. Et on se rend compte, par exemple, au moment de la Révolution islamique, c'est important de le rappeler parce que ça, c'est une image, quand je l'ai entendu la première fois, j'ai eu un frisson de honte dans le dos. Au moment où le Shah d'Iran, qui était un traître, on peut le nommer comme ça, qui va déposer le pauvre Mossadegh, qui va finir par mourir dans des conditions atroces, alors qu'il nationalisait son pétrole quand même, et bien au moment où le Shah d'Iran est renversé, il va trouver refuge au Maroc d'abord, il a un cancer, ensuite il finira sa vie où ? En Égypte, chez Sadat. Et qu'est-ce qu'il dit à Sadat ? Et ça c'est un truc, les gens ne le connaissent pas cette phrase, et je le dis aujourd'hui, c'est important de la rappeler. Il dit à Sadat, je ne comprends pas Carter qui était un faiseur de paix.
J'ai fait tout ce qu'on m'a demandé de faire pendant des années. J'ai fait ce qu'on m'a dit de faire, ce que les États-Unis disaient de faire. J'ai appliqué à la lettre leur méthode. J'ai réprimé, j'ai fait la paix avec Israël, j'ai fait tout ce qu'il fallait et finalement j'ai été remercié, on m'a abandonné. Vous vous rendez compte de la parole d'un chef qui se présentait chef d'État, soi-disant le Shah du grand empire perse qui dépensait des sommes faramineuses pour faire ses festivités, qui n'étaient même pas islamiques d'ailleurs. Et ben cet homme-là a fini par confier à un autre homme qui était quasiment sous la botte des Américains, j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire. Qu'est-ce qu'on peut dire de cela? Eh bien, le peuple iranien, lorsqu'il va se débarrasser de cet homme, va se débarrasser à la fois de la famille, de l'humiliation, et va retrouver sa dignité à la fois culturelle, religieuse, spirituelle, mais surtout nationale. C'est-à-dire que l'Iran redevient une grande puissance, et aujourd'hui, 40 ans, 45 ans pratiquement après la révolution islamique, on se rend compte que le pays est en décollage vertical, que c'est une grande puissance économique, une grande puissance d'influence, qui fait le pont entre l'Est et l'Ouest, entre l'Asie et l'Europe. C'est un pays avec lequel il faut compter, et je veux juste finir mon propos sur un terme. On se rend compte de l'impact de la mort du président iranien Raïssi sur quoi? D'abord, c'est un modéré, il ne faut pas perdre de vue, c'est un homme qui tendait la main. Mais surtout, Raïssi, c'était un homme intelligent. Et l'OTAN a présenté ses condoléances. L'OTAN, vous vous rendez compte, l'institution otanesque a dit à l'Iran, nous présentons nos condoléances. C'est dire à quel point ce qui va se passer derrière inquiète tout le monde. Non pas que l'Iran sera plus radical, mais qui sera à la place d'un homme qui est quand même malgré tout une figure de modération. Alors, justement, la disparition d'Ebrahim Raïssi a eu pour conséquence la désignation du vice-président Mohamed Mokhber, que je vous invite à découvrir avec ce court document. Mokhber, on invite. Voilà, peut-être le document, on attend le document de la désignation du vice-président Mohamed Mokhber en remplacement du président donc, Ebrahim Raïssi. On regarde. Bon, c'est pas grave, on verra le document dans quelques instants. On reprendra notre discussion, troisième partie de la discussion au sujet de la disparition d'Ebrahim Raïssi et les conséquences plausibles sur la région. On va surtout s'intéresser au monde multipolaire. À tout de suite après cette courte. Bienvenue, si vous nous rejoignez, deuxième partie des échanges du débat autour de la disparition d'Ebrahim Raïssi survenue hier et sur les conséquences plausibles que risque de rencontrer la région et aussi l'Iran. Mais juste avant de poursuivre les échanges, on a voulu aussi savoir comment est réparti le pouvoir en Iran. Le poste suprême donc est échu au guide suprême qui est l'ayatollah Ali Khamenei. Il a autorité donc sur toutes les branches du gouvernement et de l'armée. Et le président, donc, est le deuxième plus haut fonctionnaire, ça serait un peu l'équivalent d'un premier ministre, voire d'un vice-président. Et justement, avec la disparition d'Ebrahim Raïssi, Ali Khamenei a désigné le vice-président Mohamed Mokhber, que je vous invite à découvrir avec ce sonore. Il s'agit d'un incident grave et malheureux pour nous tous. Il suscite des regrets et de la tristesse. Mais en ce qui concerne l'administration et l'évolution des affaires courantes du pays, les gens doivent être assurés qu'il n'y aura pas de perturbations. Et justement, qu'est-ce que prévoit la constitution iranienne quand survint ce type d'incident? On le découvre tout de suite avec ce document signé Hamid Aberkan. Les articles 131 et 132 de la Constitution iranienne prévoient les dispositions liées à la vacance du poste du président de la République islamique d'Iran. En cas de décès du président de la République, le premier vice-président devient président par intérim après approbation du guide suprême de la révolution islamique. Le premier vice-président assumera également le poste de président par intérim en cas de destitution du président de la République, sa démission, son incapacité à s'acquitter de ses fonctions et devoirs et en cas d'expiration de son mandat et la non-élection d'un nouveau président.
D'après ce schéma, c'est Mohamed Mokhber, nommé par le défunt président Raisi au poste de premier vice-président, qui accède à la présidence par intérim de l'Iran, un organe composé du président du Conseil islamique de la Choura, chef de l'autorité judiciaire et du premier vice-président de la République, devrait trancher ensuite la question de l'élection d'un nouveau président dans un délai de 50 jours au plus tard. En cas de décès du premier vice-président de la République ou s'il existe d'autres raisons qui l'empêchent d'exercer ses fonctions ou si le président de la République n'a pas de premier vice-président, la direction nommera une autre personne à sa place. Le président par intérim exercera les mêmes fonctions que le président de la République. Cependant, le président par intérim ne pourra pas auditionner ou retirer la confiance au ministre. De même, le président par intérim ne pourra pas également procéder à une révision de la Constitution ou à l'organisation d'un référendum général dans le pays. Manuel Pouchelet, on va se concentrer un peu sur la politique interne iranienne. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à des grands changements au sein de de cette famille nationale iranienne? Je parle en interne. On sait qu'il y a plusieurs tendances politiques en Iran. On va dire que Ebrahim Raïssi représentait un peu le courant conservateur, conservateur selon le prisme iranien. Est-ce que cette disparition pourrait profiter à des tendances plutôt, on va dire, modérées? Parler de modération, je pense qu'il est encore un peu tôt. De toute façon, le successeur, au regard des textes constitutionnels qui ont été évoqués par votre journaliste, sont clairs. Je pense qu'il n'y aura pas de changement dans l'immédiat. Pourquoi ? Parce que malheureusement, cette situation a mis au pouvoir et a toujours le pouvoir de proches de M. Raïssi qui sont toujours dans sa lignée. Je rappelle que ce sont des chefs religieux qui ont tous été formés à la même école, notamment du temps même précédemment, dès le début de la révolution islamique en 1979. Donc ce sont des gens qui se connaissent et pour l'instant, je ne pense pas qu'il y ait de grands changements. Je me souviens de la période avec M. Rouhani, on l'avait jugé un peu trop modéré. Je ne pense pas que cette tendance revienne sur le devant de la scène. Je vais tout simplement vous dire pourquoi, parce que dans cette période trouble de tous les éléments et tous les événements que vous avez évoqués ce soir dans ce débat, nécessite une continuité du pouvoir. Le changement, il se fera après, parce que l'Iran sera aussi attentif à d'autres événements. Peut-être pas dans l'immédiat avec les élections européennes dont on prédit, malheureusement, on ne sait pas l'arrivée au pouvoir de certaines tendances, mais aussi les élections américaines. Les élections américaines, c'est en novembre. L'Iran sera aussi sensible à la nouvelle nomination du nouveau président américain, si tant est que Joe Biden soit remplacé. Donc, dans l'immédiat, au niveau politique intérieur, pour vous répondre directement, il n'y aura pas de changement. Au contraire, au regard de cette disparition, il faut rassurer la population, comme l'a dit le nouveau dirigeant de ce pays, en dessous d'Ali Khamenei, et ses propos sont forcément mesurés pour dire qu'il y aura une continuité. C'est justement faire preuve de résilience, c'est au moment où on décapite l'État qu'il faut rassurer la population, et c'est ce qu'a fait, dans ces termes choisis, la nouvelle personne qui vient d'être nommée, si vous voulez. Dans l'immédiat, pas de changement profond. Peut-être sur le long terme, mais j'ai bien peur que justement les contradicteurs occidentaux en profitent pour tenter une déstabilisation, puisque l'on sait pertinemment qu'en ce moment, il y a aussi des mouvements de contestation du régime iranien, mais le pouvoir reste fort. D'ailleurs, on en a la démonstration, le texte constitutionnel s'est appliqué, mais aussi la réaction a été immédiate. Preuve en est que le guide suprême, M. Ali Khamenei, a parfaitement conscience et pleine conscience des enjeux avec cette nouvelle nomination et cette continuité d'État qui doit être assurée malgré la peine qui touche le peuple iranien en tout cas. Sofiane Baroudi, c'est vrai, le guide suprême drape ou cache un peu plusieurs tendances politiques au sein de l'appareil politique donc iranien. Mais est-ce que selon vous, la disparition d'Ebrahim Raïssi pourrait, je ne sais pas, je pose la question brute de décoffrage, est-ce que ça pourrait profiter à des tendances plutôt modérées, voire un peu moins conservatrices? Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des tentatives de récupération de tendances, que ce soit modérées, c'est-à-dire à l'intérieur du système iranien, du système de la révolution iranienne, mais il y a aussi des tendances à l'extérieur
qui, elle, essaye de récupérer cet événement tragique. Ça, c'est sûr et certain. Et il va y avoir, à mon avis, de plus en plus de tentatives de récupération pour essayer, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, les mouvements, il y a certains mouvements qui sont assez connus, qui sont dans l'opposition radicale au régime iranien, qui sont soutenus notamment par Washington et par Paris, qui essayent déjà de récupérer cet événement pour relancer des revendications qui sont assez connues mais qui ont été rejetées par la majorité du peuple iranien. Il y a un mouvement contestataire. Il y a aussi, à mon avis, la vraie crainte, c'est qu'il y ait aussi, si vous voulez, des débordements, notamment... Quand vous dites mouvement contestataire, vous parlez de l'opposition politique ou des espèces de mouvements séparatistes? Notamment d'opposition politique qui est basée à l'étranger, qui agit en Iran, qui utilisent y compris des méthodes terroristes. Certains sont connus, par exemple Moudjahidine Khalq ou alors d'autres tendances. Il y a aussi des tendances séparatistes ou alors des tendances qui tendent au séparatisme et qui sont encouragées aussi par les ennemis objectifs de l'Iran. C'est une réalité. J'ai cité tout à l'heure quelques tendances. Par exemple, il y a la question kurde qui est posée, mais elle n'est pas posée juste en Iran. Elle est posée aussi en Turquie, en Syrie, qui devient une arrière-base, et surtout dans les montagnes du Sinjar, en Irak, qui sont vraiment l'arrière-base. Il y a aussi la question de certaines tendances balouches, notamment ce qu'on appelle Jaish al-Adl. D'ailleurs, il y a eu des tensions entre l'Iran et le Pakistan, il y a, je crois, un peu plus de quelques mois, autour justement d'attaques qui viendraient du sol pakistanais vers l'Iran, qui seraient conduits par des indépendantistes ou alors des séparatistes balouches. Il y a aussi la question très très sensible des relations avec l'Azerbaïdjan, et notamment avec la région de l'Azerbaïdjan oriental, qui est à l'intérieur de l'Iran. D'ailleurs, une des victimes du crash ou alors de l'incident était le gouverneur de l'Azerbaïdjan oriental. Une autre des victimes, c'est l'imam de la mosquée de Tebriz, qui est une mosquée dans une région à forte dominance azérie. Et donc, si vous voulez, il peut y avoir d'autres formes de récupération politique. Après, à mon avis, la tendance que défendait Ebrahim Raïssi est vraiment majoritaire dans les masses populaires iraniennes. Elle était fortement soutenue, notamment ce que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire un fort retour sur la scène internationale, des acquis géopolitiques très importants, notamment l'Organisation de coopération de Shanghai et des traités économiques très très dynamiques malgré l'embargo, notamment avec la Chine et la Russie. Il faut savoir que l'Iran a développé une économie malgré des sanctions qui sont des sanctions, notamment sur le plan financier, qui sont complètement asphyxiantes. Même avec ça, il y a une vie économique, il y a une industrie iranienne, il y a une vie aussi, si vous voulez, l'enseignement supérieur et la technologie est très très développée, et il y a une jeunesse iranienne qui soutient les réformes qui ont été conduites. Après, il y aura aussi des velléités de récupération, notamment dans la situation actuelle où il y a une confrontation objectivement au Moyen-Orient et aussi des tensions très fortes en Asie centrale. D'ailleurs, j'aimerais attirer l'attention aussi sur autre chose. Il faut savoir que toutes les tendances de la résistance pro-palestinienne ont rendu hommage à ce qu'ils considèrent comme étant le grand martyr de la résistance pour la libération de la Palestine. On peut citer le Hezbollah libanais, mais toutes les autres tendances ont rendu hommage et ont promis aussi, si vous voulez, de continuer la lutte jusqu'à la libération d'Al-Quds. Alors, Gamal Abina, c'est vrai, hein, il y aura forcément des tentatives ou des tentations même de récupération quand une figure comme Ebrahim Raïssi passe à trépas. Donc, est-ce que ça vous inquiète par rapport à... Non, parce que les Moudjahidines du peuple, par exemple, de Rafjavi, ça va pas bien loin, ils n'ont aucun pouvoir. Ensuite, c'est vrai qu'il y a le plus inquiétant, c'est pas tellement les oppositions. Je pense qu'elles n'ont pas de poids en Iran. Je pense que c'est les séparatismes qui sont réels et qui ont conduit à des conflits très souvent. Bon, les Kurdes sont moins puissants maintenant, même s'ils sont très implantés en Irak et en Syrie. Mais en Iran, ça reste une marge. Et puis en plus, l'Iran a joué la carte des Kurdes irakiens à l'époque. Donc c'est quelque chose de particulier. Je veux dire simplement, c'est qu'aujourd'hui, on a un Iran qui vient de perdre un personnage important, parce que c'est un personnage en plus qui est long dans la durée, c'est un personnage qui était là dès les années 80. Et ce qui peut interroger par rapport à la résistance, effectivement, c'est qu'à la fois lui et son ministre des Affaires étrangères étaient extrêmement impliqués dans les questions palestiniennes et ne faisaient pas les choses à moitié. Et de l'autre côté, c'était des fins négociateurs. Comme je disais tout à l'heure, pour revenir sur la modération du personnage, il est d'un courant conservateur. Tout comme Khatami était d'un courant conservateur, c'est un religieux, mais il avait une posture modérée parce qu'il acceptait de discuter jusqu'à l'Azerbaïdjan, avec des gens avec lesquels on n'aurait pas pensé que l'Iran parlerait. Il prenne main et il soutient évidemment la Russie, on le sait aujourd'hui, parce que c'est l'Iran qui a apporté une vraie victoire stratégique par rapport à ces fameux drones Shahid. Mais aujourd'hui, effectivement, le fait d'avoir perdu une figure comme celle-là, c'est pas une figure tutélaire, mais c'est une figure qui a fait un travail conséquent
durant son mandat. Et les gens, effectivement, vont s'en inquiéter. Qui va prendre le relais? On voit bien que son vice-président ne sera pas à la hauteur. Il est un peu trop jeune et peu expérimenté. Je pense que les élections vont avoir lieu rapidement et qu'on aura une autre figure qui ressemblera à celle-ci qui va émerger. Mais on a beaucoup en Iran, comme à l'époque Rafsanjani, des gens qui arrivent au pouvoir, qui ont l'air très bedonnants, très gentils et tout, et qui sont quand même fermes dans les positions. Donc la prochaine figure qui va arriver sera conservatrice, c'est une certitude. La déstabilisation va être difficile parce que l'Iran s'est renforcé comme jamais. Et surtout, en dépit de la loi d'Amato-Kennedy qui avait été dite tout à l'heure, la loi de sanctions contre les investissements en Iran, eh bien, ils ont su contourner cela. Et maintenant, avec ce monde multipolaire qui revient, l'Iran a su prendre le chemin, effectivement, de ce nouveau monde multipolaire avec des pays de l'Est reconstitués, avec un bloc de l'Est qui maintenant est un allié de l'Iran. C'est le retour au souverainisme. Rafa, vous avez travaillé beaucoup sur les guerres de 4e génération, ces guerres un peu faites par proxy. Justement, l'Iran a été la cible privilégiée de ce type de projet. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant ces plans de déstabilisation qui visent l'Iran depuis pas mal d'années, pour ne pas dire pas mal de décennies? Ça, c'est la guerre de 4e génération. On est dedans, surtout avec l'avènement de l'Internet. Et ça a été utilisé contre le gouvernement iranien. L'État américain a même financé les réseaux sociaux comme Facebook, comme Twitter à l'époque, en 2009, et même cette fois-ci avec les événements qui sont passés en Iran, cette révolution colorée, qui a permis aux États-Unis de déstabiliser beaucoup de pays, dans les pays de l'Est par exemple. Mais l'Iran, c'est... Beaucoup de gens disent que l'Iran, c'est un pays théocratique, c'est une dictature, ce n'est pas une démocratie. En Iran, il y a beaucoup de gens qui vivent en Iran qui ne sont pas iraniens, qui ne sont pas perses. Ali Khamenei, par exemple, est de Azerbaïdjan, sa mère est azerbaïdjanaise. Vous avez les Kurdes, vous avez l'Ahwaz. Mais ça, le problème qu'on essaye de faire justement, de créer avec ces réseaux sociaux et la guerre de 4e génération, c'est de réveiller l'ethnie. C'est-à-dire, même en Algérie, ça se passe. Rafa, je vous interromps rapidement, excusez-moi. Il y a aussi, on oublie de le dire, il y a la plus vieille communauté juive au Moyen-Orient. Elle est en Iran, elle date depuis Cyrus. Absolument. Il y a même des synagogues en Iran. Il y a des synagogues, elle est représentée au Parlement. Ils ont des représentants au Parlement iranien, comme les chrétiens, comme les musulmans sunnites. Ils ont leurs écoles, ils ont leurs synagogues. C'est des juifs iraniens. Ça, c'est les juifs qui n'ont pas été, comment dirais-je, par l'État sioniste. Ils n'ont pas répondu aux sirènes du sionisme. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas réussi à commettre des attentats en Iran pour faire déménager les Juifs vers la Palestine occupée. C'est ce qui s'est passé en Irak. En Syrie, en Égypte, en Syrie, au Maroc. En Algérie, en Constantine. C'est-à-dire, il fallait tuer des Juifs, et c'est prouvé, ça. C'est prouvé. C'est-à-dire, il fallait tuer par des sionistes, pour les transporter vers la Palestine occupée, pour remplir la Palestine occupée. Maintenant, tous ces problèmes qu'il y a de problèmes ethniques, les déchirements que le sionisme et l'impérialisme international essaient de raviver dans ces pays, l'Algérie compris, se fait avec la guerre de 4e génération. Ce qu'il a expliqué le professeur Ahmed Ben Saada longuement dans ses livres Arabesque America ou tous ses articles. Il a fait une recherche très très approfondie avec des preuves. C'est-à-dire qu'il y a une stratégie une stratégie de l'information pour influer. Et c'est pour ça qu'on a vu ces dernières années clore beaucoup d'ethnies dans plusieurs pays, même chez nous en Algérie, avec le MAC par exemple, ou les Tergui dans le sud. C'est-à-dire c'est un plan de Oded Yinon. Oded Yinon qui était un journaliste penseur qui a écrit pour le ministère des Affaires étrangères sioniste, qui avait... à l'époque, en 1980, il a fait une pensée comme quoi il fallait déstabiliser tous les pays arabes et les déchiqueter en petites ethnies religieuses et ethniques pour que Israël en sorte la plus grande communauté parmi ces ethnies. Et c'est ce qui a débuté en 2010. C'était Rabi al-Arabi avec le plan du Grand Moyen-Orient.
Eh ben Donc, justement, c'est sûr que pardon, justement, lors de la visite du président Raïssi à Alger, et on avait vu, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de sunnites et chiites, on avait envoyé un message fort à cette célèbre carte, à ce plan de Dedinan sur l'exacerbation des communautés pour justement faire tomber les souverainismes. Il y a aussi la carte de Ralph Peters qui parlait aussi d'investir dans les communautés et les ethnies en Syrie et en Irak pour faire exploser les sanctuaires des pays arabes. Absolument. Regardez, je vais vous raconter une anecdote, puisqu'on a parlé un peu de chiites, sunnites. Monsieur Jamal Abina a dit que c'était les Américains qui avaient créé ça. Non, c'est faux ça. Ce n'est pas les Américains. C'est un problème qui existe dans la nation musulmane depuis la mort du prophète et qui a vraiment pris sens après le martyre de l'imam Hussein. C'est-à-dire, je vous raconte une anecdote. Quand il y avait la guerre 2006 au Liban contre l'entité sioniste et qui sont sortis vainqueurs, les Hezbollah. J'étais à la mosquée, moi, mosquée algérienne ici à Montréal. Je suis tout content, tout fier de la première victoire contre une armée sioniste. Et je rencontre des Algériens comme moi, je leur dis bravo les gars, regardez ce qu'ils ont fait de Hezbollah. Vous savez ce qu'ils m'ont répondu? Et ils m'ont répondu non, Rafa. Les ulama nous ont dit qu'il fallait même pas leur souhaiter la victoire. C'était koufar de ceci. Vous savez, j'ai reçu un choc. Pourquoi j'ai reçu un choc? Parce que je me suis dit, je leur ai dit, nous, c'est la révolution algérienne. Nous avons combattu contre le colonialisme français pour l'humanité. Il y a eu des Français qui ont été exécutés. Il y a eu des koufars, des chrétiens, ce que vous voulez. C'est pas normal qu'un Algérien puisse penser comme ça. Et ça, c'est très grave. C'est-à-dire que notre chère révolution, que notre combat contre ce colonialisme international, ils l'ont enlevé. C'est fini. C'est-à-dire là, on tue la doctrine algérienne. Et c'est ça qui peut diviser le peuple algérien. Quand on voit des Algériens prendre des fatwas d'autres ulama dans d'autres pays lointains, en effet, c'est un danger. À nous, c'est un danger. Justement, mais peut-être c'est ça, la notion de république, c'est ça, c'est justement intégrer toutes les personnes qui acceptent de se sacrifier ou en tout cas de déployer des efforts pour l'effort révolutionnaire, dont l'Iran, elle est comme ça. On parlait de ces communautés, différentes communautés. Vous savez combien ils ont critiqué l'Algérie par rapport à nos relations avec l'Iran, et ils l'ont critiqué dans le domaine religieux. J'ai des vidéos sur les télévisions du Khalid qui disent que le gouvernement algérien est un gouvernement impie parce qu'il est allé avec... Vous savez, nous avons des principes très très forts de notre État. Nous n'avons jamais flanché. Jamais. Il y a eu une propagande vraiment virulente, même sur les télés algériennes. Il y a eu des documentaires contre la doctrine chiite, contre les chiites. Ah oui, mais c'était vraiment grave. C'est bien de le dire à la fin. On est algérien. Je reviens vers vous. Sofiane Baroudi, peut-être une réaction? Oui, j'aimerais juste revenir au sujet initial par rapport au danger potentiel au niveau politique après la disparition tragique du président Raïssi. Je pense que l'un des éléments aussi les plus importants qui peut, si vous voulez, auquel l'Iran et la région peuvent être confrontés, c'est aussi le retour du fondamentalisme terroriste. Parce qu'il faut rappeler le rôle qu'a joué aussi Téhéran dans la résistance et dans la lutte contre des groupes, par exemple, comme Daesh ou comme Jabhat al-Nusra, qui sont des groupes terroristes fondamentalistes en Irak et en Syrie. Et il faut rappeler qu'il y a un retour, notamment après les attentats de Moscou, perpétrés par un Daesh Khorasan, qui est justement un groupe qui se réclame de la région. Et donc, on peut imaginer qu'il y ait une tentative d'instrumentalisation du fondamentalisme terroriste pour opérer des tentatives de déstabilisation, ce qui a déjà été le cas, parce que le sanctuaire, par exemple, de Daesh Khorasan, c'est juste à côté, c'est le Tadjikistan. Et il y a aussi l'Afghanistan avec le repli des Américains qui est devenu aussi une forme de sanctuaire pour ces groupes terroristes. Et donc c'est aussi, si vous voulez, ça peut être un danger éventuel, notamment parce qu'il y a eu un engagement important de l'Iran aux côtés de la République arabe syrienne face aux groupes terroristes qui sont encore dynamiques, malheureusement, dans le nord-ouest de la Syrie. Kamal Amina, c'est vrai, hein, les Occidentaux, certaines tendances, certains think tanks occidentaux ont joué la carte, entre guillemets, extrémiste contre les républiques, les États arabes, entre guillemets, laïques, mais laïques avec des caractéristiques arabes, bien entendu. Et on nous a toujours dit que l'Iran représentait, on faisait l'amalgame entre l'Iran et une certaine tendance extrémiste, alors qu'on voit que c'est complètement faux. Ce que je dis tout le temps, c'est que les courants chiites n'ont agressé personne. Ça, c'est une première des choses. Après, et envahi personne. Après, j'ai bien précisé tout à l'heure que la question chiite n'a été révélée
par les Américains qu'en 90. C'est pas qu'il n'y a pas eu de tension avant, mais il n'y a pas de guerre ouverte. Et pour bien préciser qu'ils n'arrivaient pas à diviser la région. Ça, c'est les ethnologues qui ont fait ce travail-là. Ils ont fait un travail profond pour faire en sorte de diviser les ethnies. Et ils ont réussi dans beaucoup de pays, sauf qu'avec la question Iran-Irak, ça ne fonctionnait pas. Ils se sont rendus compte qu'ils ont opposé les Arabes aux Perses, deux grands empires connus, mais qu'ils n'ont pas réussi à créer ce clivage. Et ils se sont dit, comment faire un clivage dans d'autres pays arabes qui restent nationalistes arabes. Je veux dire, les Libanais, c'est des nationalistes, les Yéménites, l'Égypte, c'est des pays qui sont clairement dans le principe de la République. Comment faire en sorte de créer ces clivages pour créer des conflits à ne plus finir? Parce qu'on sait qu'il y a à peu près 40% de chiites en Irak, 60% de chiites au Bahreïn, 30% en Arabie, au Yémen c'est pareil, donc c'est des chiffres assez importants. Et créer un clivage sur les principes confessionnels et plus ethniques, c'est la nouvelle technique utilisée par eux qu'ils ont ravivé. Avant, c'était clairement des questions politiques, après c'était des questions ethniques, et après ils ont trouvé le principe effectivement religieux. On a vu surtout ces projets, pardonnez-moi, à l'aune des années 90, avec l'éclatement de la Yougoslavie, mais également on a tenté de le faire même en Algérie. On trouve ça en Yougoslavie, par exemple, on voit bien que c'est d'un côté les Croates et les Slovènes qui sont catholiques, de l'autre côté on a les orthodoxes. Donc on a réussi à créer des clivages pseudo-ethniques, mais surtout religieux. Donc le religieux est venu en force. Ça a été dit d'ailleurs que le 21e siècle serait spirituel ou pas, il l'est effectivement, mais il l'est pour des raisons politiques. Et aujourd'hui l'Iran s'est assagi, elle ne veut plus exporter sa révolution, mais pour autant on cherche à faire des clivages internes. Et ça a été dit à l'instant par Sofiane, il y a quand même dernièrement eu un attentat très grave, fait par un groupe de type daéchien, je vais l'appeler comme ça, qui a, sur le tombeau de Soleimani, tué plus d'une centaine de personnes. C'est-à-dire que ces risques-là sont réels, ils sont prégnants parce que une fois qu'ils ont été défaits en Irak et en Syrie, il reste quoi? Il ne reste plus que les actions terroristes désespérées. Et le risque en Iran, c'est ça. Sauf que l'Iran, des attentats, ils en ont connu pendant 40 ans. Et ça n'a pas du tout entamé la structure politique et la structure militaire de l'État iranien parce qu'ils ont réussi à stratifier la défense de telle sorte qu'ils ne puissent pas tomber dans des pièges comme cela. Alors, autre sujet du jour, on a parlé précédemment du défunt Amir Abdollahian. Eh bien, on connaît son successeur désormais. Il s'agit de Ali Bagheri Kani, nouveau chef de la diplomatie iranienne. Ce dernier avait joué un rôle de premier plan il y a 2 ans lors des négociations pour relancer l'accord nucléaire iranien avec l'Occident. Puis pour l'échange de prisonniers en 2023 entre Téhéran et Washington, on fait plus amplement connaissance avec cette figure. Ce document signé Mohamed Wali Ben Shaban. Le tragique crash d'hélicoptère présidentiel a bouleversé le paysage politique iranien. Dans ce contexte de crise, le gouvernement a rapidement nommé Ali Bagheri Kani comme chef de la diplomatie par intérim. Avec un parcours diplomatico-politique riche en expérience, après avoir occupé divers postes influents au pouvoir depuis les années 90, Bagheri est réputé pour être proche du guide suprême de la révolution iranienne, Ayatollah Ali Khamenei, dont il partage les vues sur plusieurs dossiers clés, notamment concernant les relations avec l'Occident. Avec sa nomination actuelle, Bagheri était adjoint politique d'Abdollahian depuis septembre 2021, où il a joué un rôle crucial dans les négociations pour relancer l'accord nucléaire iranien. Il a été un critique féroce de cet accord et a également participé aux pourparlers indirects avec les États-Unis pour les échanges de prisonniers en septembre dernier. Cette nomination intervient à un moment critique pour l'Iran, marqué par des tensions croissantes avec l'Occident. Bagheri est attendu pour qu'il poursuive une ligne directe en matière de politique étrangère, en accord avec les orientations du guide suprême Ali Khamenei. Sa désignation est perçue comme une continuité de la politique actuelle, visant à maintenir la pression sur l'Occident tout en cherchant à éviter une escalade des tensions dans la région. Le nouveau chef de la diplomatie iranienne est bien positionné pour influencer la direction future de la politique étrangère de Téhéran. Sa capacité à gérer les relations complexes avec l'Occident et à stabiliser la situation interne sera capitale pour l'avenir de la République islamique iranienne.
Donc on le voit avec la désignation de Ali Bagheri Kani, un grand nom de la diplomatie iranienne qui a mené aussi des négociations sur le nucléaire, sur les questions nucléaires avec l'Occident, qui est aussi un des héros de la souveraineté iranienne. Une désignation où l'Iran semble envoyer un message clair au monde, un message fort pour dire que nous continuerons notre trajectoire avec ou sans certaines figures. Manuel Pouchelet. La nouvelle nomination du ministre des Affaires étrangères iranien est un message fort adressé à toutes les chancelleries. C'est en même temps aussi un message rassurant puisque c'est un homme de dossier, c'est un homme qui connaît les dossiers et c'est aussi un grand personnage qui a déjà négocié avec les Occidentaux, donc qui connaît parfaitement les techniques. Vous savez, la diplomatie, c'est dire des choses horribles avec le sourire. Mais concernant ce monsieur, nous avons la chance que ce soit de tous les côtés que l'on se positionne en tant qu'Iraniens, en tant qu'Occidentaux, en tant que pays arabes ou même d'autres régions du monde, d'avoir un homme expérimenté qui prend ce lourd dossier. Vous savez, l'existence d'un pays passe aussi énormément par le travail de son ministère des Affaires étrangères. C'est ce que avait relancé d'ailleurs le monsieur Amir Abdollahian qui est décédé, mais c'est preuve que l'Iran était en train de rayonner. Maintenant, le tout est de savoir quels dossiers vont être prioritaires pour ce nouveau ministre des Affaires étrangères, mais une chose est sûre, ces déplacements prochains à l'étranger, que ce soit dans la partie occidentale, mais surtout dans la partie régionale, cercle proche de l'Iran, et notamment les dossiers actuellement qui sont en cours avec Israël et la bande de Gaza, seront observés et commentés avec attention. Une chose est sûre, ces premières déclarations feront l'objet d'interprétations et j'espère qu'elles seront justes parce que l'Iran n'a jamais tergiversé sur ses relations internationales et profonde connaissance des dossiers où le plus souvent elle a réussi à faire contredire ses propres contradicteurs. Une chose est sûre, cette nomination est rassurante pour toutes les parties en présence dans ce nouveau jeu, dans cet ordre mondial qui se redéfinit de cet après 20 mai, on va dire ça comme ça, mais une chose est sûre, force est de constater que l'Iran plante, on va dire, le nouveau décor, cette nouvelle administration qui est certes temporaire, mais qui s'inscrit bien dans un suivi très exigeant des dossiers et dont la position est affirmée. En tout cas, c'est ce que je souhaite dire ce soir. On continuera à s'interroger sur la figure qu'est Ali Bagheri Kani, le nouveau chef de la diplomatie iranienne, juste après cette page de publicité. À tout. Retour à la troisième et ultime partie de l'édition spéciale concernant l'Iran et la disparition d'Ibrahim Raïssi survenue hier lors d'un crash d'hélicoptère. On s'interrogeait avant la coupure publicitaire sur la figure qui est désormais celle qui représente donc la diplomatie iranienne avec Ali Bagheri Kani. Monsieur Pouchelet nous disait que ce n'était pas n'importe qui, que c'était un homme de dossier, et que c'était synonyme de continuation de la trajectoire de la politique étrangère de l'Iran. Sofiane Paloudi, moi je pense que le signal principal, c'est déjà d'assurer la continuité des institutions de l'État, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vient entre guillemets de la boîte, c'est un diplomate chevronné, et le signal qui est envoyé d'abord aux Iraniens, mais surtout aux chancelleries étrangères, c'est que la ligne diplomatique, la ligne stratégique iranienne ne va pas changer, que les dossiers prioritaires vont être conduits de la même manière. Bon, il y a beaucoup de dossiers prioritaires parce que déjà les dossiers régionaux, c'est une région qui est jalonnée de beaucoup de complexité. Déjà, première complexité, c'est avec les pays voisins, c'est-à-dire l'Azerbaïdjan, l'Arménie, où il y a beaucoup de complications à gérer. D'ailleurs, le président Raïssi est mort, si vous voulez, dans une tentative de conciliation d'un conflit régional pour essayer d'apaiser la situation dans la région. Et donc, il s'agit aussi de continuer ce cheminement-là d'abord, ensuite de reprendre le flambeau sur la défense de la cause palestinienne et aussi de reprendre le flambeau du déploiement de l'Iran au niveau économique.
parce que la principale problématique, c'est une problématique économique et que l'une des tâches de la diplomatie iranienne sous Abdullahian a été de relancer une diplomatie économique pour, si vous voulez, sortir du cantonnement qui a été imposé par l'impérialisme, notamment américain, à l'Iran. Et là, il s'agit aussi de dynamiser notamment les exportations en hydrocarbures, notamment en gaz, parce que l'Iran est la première réserve et qu'il y a une demande importante, notamment européenne, mais autre. Il s'agit de redynamiser ça. Il s'agit aussi de continuer le travail qui a été fait au niveau économique avec la Chine, aussi avec le Pakistan voisin, où il y a des traités économiques très très importants. Il y a aussi un rôle que doit jouer l'Iran et que joue l'Iran à l'intérieur de l'Organisation de coopération de Shanghai et du BRICS, qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur et à vraiment, si vous voulez, représenter une économie et une organisation géopolitique alternative. Et il y a, il y a les tentatives, si vous voulez, de militer ou alors de plaider pour un système international plus juste et pour une réforme des Nations Unies qui est, on le voit maintenant, incapable d'arrêter un génocide qui dure depuis des mois contre une population palestinienne désarmée face à une armée d'occupation génocidaire. Et donc je pense que le signal, c'est le signal de la continuité dans la même ligne géopolitique, dans la même ligne diplomatique et une fidélité, si vous voulez, à l'action des martyrs que sont Raïssi et Abdullahian. Kamel Amina, je le disais, Ali Bagheri Kani était le principal négociateur sur la question nucléaire iranien. Cette désignation, bien entendu, n'est pas neutre. C'est aussi pour envoyer un message concernant la partie adverse, concernant les négociations du nucléaire iranien, pour dire nous continuerons, nous comptons sur nos positions et on compte bien protéger le nucléaire iranien parce que pour nous, c'est une question de souveraineté nationale. Déjà, le nucléaire iranien, c'est essentiel parce qu'on parle du nucléaire civil. Il parle beaucoup de militaire, mais le civil permet d'économiser de l'énergie et d'exporter plus. Ensuite et surtout parce que, effectivement, la souveraineté iranienne sur le nucléaire n'est pas discutable. Pourquoi est-ce que les sionistes auraient des centrales nucléaires et pas l'Iran? Pourquoi ils auraient des têtes nucléaires et pas l'Iran dans l'absolu? Mais surtout, on a affaire à un gouvernement Biden qui est aussi radical que Trump, mais avec quelques sourires. Mais la négociation menée par ces deux responsables iraniens qui ont réussi à convaincre de revenir sur le dossier nucléaire, à calmer un peu la tension alors qu'il y avait une rupture totale, sachant que Biden faisait la politique de Trump sous d'autres formes, par exemple la rupture avec la Chine, c'est évident, eh bien c'était déjà un exploit. Ensuite, les Iraniens, c'était à l'époque, Ahmadinejad expliquait une chose avec un sourire en coin, il disait « Nous ne sommes pas pressés, nous avons le temps. Nous avons inventé les échecs, nous savons jouer aux échecs et nous n'irons jamais en confrontation directe. » Le fameux temps long. Tout à fait, le temps long que l'Occident ne comprend pas. L'Occident, il a toujours tendance à dire que l'Orient est compliqué et mystérieux. Il n'y a rien de compliqué et mystérieux, c'est que l'Occident est très pressé quand l'Orient prend son temps. Et donc là, ils ont affaire à des gens qui sont quand même très, très bien formés intellectuellement, qui sont d'une longue tradition de négociation, qui est dans un pays qui est très diversifié économiquement, ne sait pas ce que veut dire Iran. Iran, c'est pas seulement pétrole et gaz, même si c'est la principale réserve de gaz quasiment au monde. Iran, c'est aussi un pays qui produit de l'industrie lourde, de l'industrie légère, qui produit du caviar, tout le monde le sait, qui produit des tapis, qui produit du marbre, qui produit énormément de choses. C'est un pays très diversifié, mais qui aujourd'hui est en haute technologie. L'Iran a fabriqué, c'est une prouesse technologique incroyable, ces fameux drones dont la dimension du martyr n'est pas absente. Le drone Shahid, ça veut dire que c'est un missile guidé, littéralement, qui finira par mourir là où il a décidé de frapper, et ça a provoqué des dégâts monumentaux en Ukraine, parce que personne n'attendait cette nouvelle stratégie. Donc l'Iran est inventif, et je pense qu'effectivement, avec l'élimination, ou la reconduction pour le coup finalement, puisque c'est numéro 2, aux affaires étrangères et aux négociations de cet homme chevronné, il est probable que la continuité de l'État, ce signal le prouve, sera assurée. Parce que souvent, les Iraniens ont vu beaucoup de dirigeants éliminés, assassinés. On a vu un Parlement qui a quand même qui a tué pratiquement 50% des révolutionnaires iraniens, et pour autant, la révolution a continué. Donc aujourd'hui, l'Iran s'est apaisé, l'Iran joue aux cartes, joue aux échecs, joue dans la longue vue, dans la stratégie de long terme, dans la stratégie avec les BRICS, dans la stratégie avec les Russes, avec les Africains aussi, ils sont très présents. Donc les Iraniens, c'est un pays avec lequel on doit compter, et l'Occident le sait très bien, puisque je l'ai encore dit tout à l'heure, ils ont tous présenté très rapidement leurs condoléances parce qu'ils veulent calmer l'idée selon laquelle l'Iran pourrait déborder. Rafa, c'est vrai ce qui est dit,
On a souvent attaqué certains pays pour voir quelles étaient leurs capacités de résister. Et avec cette désignation de Ali Bagheri Kani, on a l'impression que les Iraniens arrivent à lire dans le jeu des Occidentaux, même international, avec cette nomination en disant « Nous restons forts, nos institutions vont continuer, nous ne tremblons pas devant personne et devant quiconque, devant aucune injonction, et on continuera, l'État iranien va continuer ». Je vous l'ai dit au début de l'émission, moi je suis confiant. C'est-à-dire il y a une relève dans tous les secteurs iraniens. Mais le problème, ce n'est pas la capacité de M. Bagheri de négocier ou est-ce que c'est un bon diplomate ou pas. Le problème qui se pose, c'est qu'en face, on n'a plus de diplomates en Occident. On n'a plus d'interlocuteurs sérieux. C'est ça le grand problème. Nous avons des diplomates en Algérie, nous avons des diplomates en Iran, nous avons des diplomates libanais, mais on n'a pas en face, on a des criminels carrément, c'est-à-dire qui ne discutent plus. Quand vous voyez par exemple trois puissances comme la Chine, les États-Unis et la Russie, avec la France et l'Angleterre, les 5 membres permanents qui ont le droit de veto à l'ONU, qui est la reine de la diplomatie mondiale, se faire la guerre, qui n'arrive pas à trouver une solution diplomatique, là, on se pose des questions. Elle est où la diplomatie? La diplomatie a été oubliée, c'est fini. C'est la diplomatie du plus fort. Donc c'est pour ça qu'on a, nous, les pays du Sud, on a beau avoir de bons diplomates, c'est qu'en face, qu'il n'y a plus de diplomates. En face, c'est le langage du canon et du sang. Là est le problème. La diplomatie, c'est l'art. La diplomatie, c'est l'art de discuter des avis opposés. Bien sûr, et il y a plusieurs diplomaties. Vous avez la diplomatie entre nations pour les intérêts nationaux. Vous avez la diplomatie qui est la nôtre et celle de l'Iran, c'est de appuyer les peuples opprimés, les révolutions. Il y a plusieurs secteurs de diplomatie. Mais au niveau international, il n'y a plus de diplomatie. Parce que, regardez, il signe un accord avec l'Iran. Le fait que le président change, hop, on annule. C'est pas sérieux. C'est plus de la diplomatie. C'est plus sérieux. Alors, Merkel, avec Hollande, ils se présentent en face de Vladimir Poutine, ils disent oui, ok, nous allons signer les accords d'Astana. Les accords de Minsk. Après, de Minsk, oui. On signe les accords de Minsk. Après, ils disent un président de la République avec une chancelière. Et ils disent, oui, nous avons menti à Poutine pour gagner du temps. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire, ces puissances-là qui se disent, nous sommes les diplomates, nous sommes les écoles de la diplomatie et de la paix, c'est devenu des voyous. On ne peut plus leur faire confiance. Il y a le Canard enchaîné qui a révélé que Poutine refusait désormais de prendre les appels de Macron parce qu'il ne prenait plus au sérieux les diplomates français. Absolument. Il lui a envoyé devant le consulat français un colis avec des petits chars et des petits soldats miniatures. Quand on arrive à une humiliation pareille, c'est grave. Mais c'est ça le truc. C'est pas Bagheri. Bien sûr que l'Iran c'est des diplomates. Et bien sûr que l'Algérie. Regardez, les accords avec l'Iran et l'Arabie Saoudite ont commencé. Quand? Ils ont commencé en Algérie avec le Jamia al-Arabia. C'est-à-dire, le fait d'avoir convaincu les Arabes de reprendre la Syrie au Congrès arabe, c'était facile ça. Le plus difficile de la diplomatie algérienne, c'était de convaincre Bachar el-Assad de retourner. Parce que le retour de Bachar el-Assad a ouvert la porte avec l'Iran. Et c'est là qu'il y a eu les contacts entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. C'est ce qui est difficile. La diplomatie, c'est de convaincre les gens d'adhérer à une idée. Parce que Bachar el-Assad, comment voulez-vous convaincre quelqu'un de se mettre à table avec des criminels qui ont brûlé son pays, tué son peuple? C'est lourd. Mais on a réussi à le faire, nous et l'Iran, pour ouvrir la porte vers l'Iran. Maintenant, le multipolaire, on a donné beaucoup de leçons à tous les pays du monde, nous, avec notre révolution. Boumediene, c'était le discours de Boumediene aux Nations Unies. Nouvel ordre économique mondial. Eh oui, le Sud et le Nord. Ce qu'il a dit, c'était prévisionnel. On le vit maintenant. C'est très important. C'est Boumediene qui a parlé à l'ONU pour expliquer que arrêtez avec ce colonialisme international. Arrêtez de vous accaparer des richesses des pays. Arrêtez. Comme a dit Boumediene,
le monde s'est construit sans nous. On était absents. C'est une réalité. Mais petit à petit, en 60 ans, l'Algérie a pris sa place au concert des nations. Quand on arrive aujourd'hui à naviguer en eau trouble, comme ils disent la diplomatie, c'est plonger en eau trouble sans faire de plouf. Et c'est ça qu'on fait. Nous, on plonge dans les eaux troubles et puis on arrive à garder un équilibre tout en n'étant pas d'accord avec plusieurs nations, que ce soit sur le dossier irakien en 91, on ne voulait pas participer, on reconnaît l'État palestinien en 88 chez nous. Là, aujourd'hui, on est en train de combattre pour la Palestine, pour l'adhésion à la Palestine. On a réussi avec 143 pays, alors que d'autres gens ils disent que la diplomatie algérienne est isolée. On ne peut pas être isolé alors que 143 pays optent pour la création d'État palestinien, qui a été déclaré par le président Abdelmajid Tebboune à l'ouverture du congrès de l'association arabe, comment on appelle ça, le Jamia al-Arabiya. La Ligue arabe, oui, avec tous les défauts qu'elle a, c'est-à-dire, nous on est obligés de tenir un peu, c'est-à-dire de tenir les carreaux fissurés pour qu'ils éclatent pas. C'est ça, l'Iran, avec leur diplomatie, on se complète, nous et l'Iran. Il y a une complémentarité depuis les négociations de Sadiq Ben Yahya avec les Américains pour la libération des otages, et qui a été assassiné parce qu'il est retourné là-bas pour reprendre la paix entre l'Iran et l'Irak, avec la complicité, bien sûr, de nos frères. C'est tout. Manuel Pouchelet, revenons, on l'a un peu sous-entendu, on l'a tous un peu autour de cette table, même vous, virtuellement, mais l'hélicoptère qui a transporté les responsables iraniens dans Ebrahim Raïssi s'est produit après une rencontre avec le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, à la frontière entre les deux pays. C'est une zone un peu inaccessible. Ils ont inauguré, les deux, le barrage de Kiz-Kalazi, marquant un effort de collaboration significatif entre les deux pays. Il s'agit du troisième barrage construit conjointement par l'Iran et l'Azerbaïdjan. Et lors de cette inauguration, le président Raïssi a déclaré, je lis, donc certains ne seront peut-être pas satisfaits de cette relation de coopération, cela n'a pas d'importance. Nos ennemis ne veulent pas voir le progrès de l'Azerbaïdjan ni les progrès de l'Iran. Raïssi a également parlé d'ennemis. Selon vous, de qui parle-t-il ? C'était juste avant de prendre son hélicoptère qui a ensuite été retrouvé dans des conditions que l'on sait. Le message est clair, il s'adresse aux contradicteurs de l'Iran et de l'Azerbaïdjan, j'entends par là l'Europe, et puis j'entends aussi, bien entendu, les Américains et d'autres acteurs occidentaux, en tout cas. Je pense que l'Occident n'a toujours pas compris, c'est que l'on regarde le Moyen-Orient avec une vue occidentale et non régionale. J'ai la chance, vous savez, aussi d'habiter à Beyrouth. Donc quelque part, tout ce que l'on vient de dire, et là je me permets aussi de rebondir sur ce qui a été dit, juste une petite aparté, on oublie un acteur très important en diplomatie dans la région qui est Oman. Le sultanat d'Oman, notamment du temps de la présidence du sultan Qaboos, qui a eu un rôle qui parlait à toutes les parties, y compris avec Israël. Revenons aux déclarations de M. Raïssi, elles sont claires. Elles disent, écoutez, vous ne nous empêcherez pas de nous entendre. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, dans la région, la géopolitique de l'eau est cruciale. On est dans un monde où le stress hydrique, surtout au niveau régional, est devenu important. Je pense notamment aussi, vous savez, avec la Turquie et l'Irak, qui est le pays aval, où il y a énormément de tensions, puisque la Turquie a fait aussi des barrages. Donc la géopolitique de l'eau s'invite, tout comme elle s'invite aussi, l'air de rien, mais ça personne ne le sait forcément, du côté palestinien, avec la bande de Gaza, et puis la Cisjordanie, où on sait qu'il y a des réserves d'eau qu'Israël souhaiterait bien mettre la main dessus. Donc en effet, oui, c'est très important d'avoir écouté les propos de M. Raïssi, qui s'adressent principalement à l'Occident. Vous ne nous empêcherez pas de nous rapprocher. Penser que nous sommes opposés et ennemis est une erreur, et force est de constater que nous sommes condamnés à nous entendre, notamment en ce qui concerne l'eau. Il y a d'autres dossiers qui vont rapprocher également l'Iran et l'Azerbaïdjan. Tout ce que l'on a dit ce soir y contribue. Je pense que le dossier le plus important aussi concernant les Iraniens, on l'a mentionné de manière un petit peu en pointillé dans ce débat, c'est la présence et la revivance, la survivance de l'État islamique à ses frontières, où même l'Occident a peur que Téhéran bascule. Donc attention, les propos de M. Raïssi étaient, je ne vais pas dire prémonitoires, mais très concrets, et force est de constater, je pense que le successeur
à M. Abdollahian reprendra les mêmes propos en disant que de toute façon, au niveau régional, ces pays sont, je n'ose pas dire condamnés, mais sont obligés de s'entendre et de démontrer leur unité face à un Occident qui tente de les diviser, comme tout cela a été exposé ce soir dans nos échanges en tout cas. Alors, on arrive presque à la fin de notre rendez-vous, messieurs. On va poser une petite question en guise d'histoire parce que on ne peut pas savoir exactement les évolutions que va rencontrer l'Iran ni la région. Mais on sait que, en tout cas, on a tenté de le démontrer ce soir, que l'Iran est un pays complexe avec des diplomates et des hauts fonctionnaires chevronnés, mais surtout un pays stable qui a été la cible des attaques de l'Occident. 51, on l'a rappelé tout à l'heure avec la CIA, avec l'opération Ajax, hein, qui ont perturbé le pays suite à la nationalisation de l'Iran Oil Petroleum, qui a vu le Premier ministre Mossadegh mis en prison. En 79, la révolution qui voit Khomeini arriver au pouvoir, et certains avaient le rire facile en disant que c'est une révolution qui n'aboutirait à rien. On connaît la suite des événements. Les Occidentaux ont également joué sur la guerre Iran-Irak. On a surtout les banquiers occidentaux, ils ont tout fait pour allonger la guerre. On sait que l'Iran est sorti plus renforcé. On ne va pas égrener toute la suite. On a vu aussi des embargos. On pourrait parler aussi de l'Iran et le paiement international SWIFT. Et pourtant, l'Iran a réussi à consolider une économie interne forte. Finalement, cette disparition de Raïssi est une crise, bien entendu, mais l'Iran a tous les anticorps donnés par l'histoire pour la traverser Gamal Abina. Dès l'arrivée de Khomeini au pouvoir, il y avait le parti Toudeh communiste qui était écarté. Dès l'arrivée, on sait que Bani Sadr et tout un tas de personnes étaient plus ou moins téléguidées. Ils ont tous tenté pour faire s'effondrer la République. D'abord de l'intérieur, ensuite en passant par l'Irak de l'extérieur. Dès l'arrivée dès que Kolar a fait son travail pour obtenir la paix en 88, les sionistes ont tout fait pour que l'Iran soit attaqué par les États-Unis. Il y a eu quelques petites tentatives, mais ça n'a pas abouti. En vérité, l'Iran on peut parler de résilience, pour le coup, ça a du sens. C'est un pays qui a affronté énormément d'agressions, mais qui a une culture effectivement de la durée et une culture de la sagesse, c'est-à-dire qu'ils ne réagissent pas. Finalement, les empires, c'est la politique, c'est la politique. Oui, c'est un empire. C'est Darius, c'est tout un tas d'empires. C'est un pays qui a 6 000 ans d'histoire, c'est pas un pays d'hier, mais surtout c'est un pays qui sait quels sont ses adversaires, qui les connaît, qui les a subis et qui aujourd'hui ne les subira plus. Donc c'est vrai, quand on voit leur rapport à l'Iran, par exemple, quand ils ont répondu à l'agression sioniste qui a attaqué l'ambassade, qui a donc fait un geste de guerre. En Occident, on a tendance à l'oublier, c'est une agression directe, donc c'est un geste de guerre. Ils ont pris le temps de la réponse. Ils ont mesuré la réponse et ils ont démontré une chose, c'est qu'ils étaient en mesure de frapper où ils voulaient, quand ils voulaient, ce que les gens ne pensaient pas possible. Donc aujourd'hui, l'Iran est un pays structuré, puissant, stable et qui a su, et c'est là où il a dépassé ses limites idéologiques, dépasser son environnement pour faire des alliances stratégiques essentielles avec la Grande Russie, avec la Chine, avec le Pakistan, avec même maintenant l'Azerbaïdjan. L'Iran sait s'entourer d'amis autour d'un monde hostile qui voulait absolument le faire tomber. L'Iran est là pour durer. Sofiane, en guise de conclusion ? Moi, je pense que la conclusion, c'est la défense de la cause palestinienne a permis à l'Iran aussi de se renforcer très significativement dans les opinions publiques arabes et internationales. D'ailleurs, on rappelle qu'aujourd'hui, il y a une réunion importante du Conseil de sécurité de l'ONU à l'appel de l'Algérie et de la Slovénie pour justement essayer de stopper l'offensive criminelle contre Rafah, qui risque d'entraîner une énième escalade qui serait très dangereuse pour les équilibres de la région, notamment des tensions très significatives avec l'Égypte, qui menaceraient les accords de 79 de Camp David et qui risqueraient de faire basculer la région dans une forme de guerre totale. C'est ce que veulent les sionistes. Ça a été observé par rapport aux victimes palestiniennes à l'ONU. C'est historique, ça c'est du jamais vu aujourd'hui. On va dire que l'activisme algérien à l'ONU actuellement a une portée historique de première importance. D'ailleurs, Rafah a rappelé, on va dire, la victoire de l'Assemblée générale des Nations Unies qui a démontré que l'aspiration, la revendication algérienne de doter les Palestiniens d'un État membre de plein droit des Nations Unies est une aspiration qui est partagée par la majorité des États de la planète, contrairement à ce qui est vendu par la propagande colonialiste. Et en soi, c'est une victoire. L'activisme algérien en défense des causes justes porte ses fruits. Tour de table rapide, on termine. Rafa, conclusion. Brahim Raïssi, rahimahullah, il a dit une fois, si tous les Arabes étaient comme l'Algérie sur la cause palestinienne et l'Iran, ça fait longtemps qu'on aurait récupéré le Quds. C'est ce qu'il avait dit. Et moi, je dis la même chose, nous sommes les deux nations souveraines. Nous sommes les deux nations musulmanes vraiment souveraines. Et on doit vraiment se rapprocher sans timidité.
Très bien. Manuel Pouchelet, rapidement. Oui, très rapidement, écoutez, un proverbe perse, ce qui est passé a fui, ce que tu espères est absent, le présent t'appartient. Voici ce qui est résumé sur la situation que nous avons évoquée ce soir. Donc maintenant, l'Iran doit réussir son pari de revenir sur la scène internationale après ce qu'elle vient de subir. Et on en a la démonstration avec un plein engagement du guide suprême Ali Khamenei. Merci à tous messieurs d'avoir nourri, enrichi ce débat spécial Iran suite à la disparition du président Ebrahim Raïssi, Gamal Abinaz, Sofiane Baroudi, Rafa, Manuel Pouchelet, merci encore. Tout de suite, la suite des informations sur A24 News, en vous souhaitant une agréable soirée.